Hello! Vous nous retrouvez pour un nouvel épisode de Féministes cherche podcast cinéma. C'est Cam qui vous parle, je suis avec Lou et Jude. Coucou! Et aujourd'hui, on entame un épisode un peu spécial puisqu'on fait une thématique spéciale Halloween et on va vous parler de... Jennifer's Body! Les pom-pom dans le fond, quoi! Bah, c'est dans le thème. J'adore. Du coup, pour introduire ce thème en beauté, on va commencer par vous parler un petit peu du film et on vous présentera la réalisatrice et ses influences. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de notre discussion autour du film. Bonne écoute! Du coup, étant donné que c'est notre épisode spécial Halloween, je vais introduire le thème par le biais du film d'horreur pastiche et caricaturé parce que je suis une énorme flippette dans la vie, donc j'ai vu très peu de films d'horreur. Du coup, je me suis dit, autant ne pas parler de quelque chose que je ne connais pas et essayer de contourner un peu le truc. C'est bien quand t'es choisi pour le hors-série de Halloween. Vraiment parfait. On est trop forte. Sachez que j'ai pas pu regarder, parce que de base j'ai commencé donc Jennifer's Body un soir, seule chez moi, j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. J'ai attendu le lendemain matin pour qu'il y ait de la lumière dehors, parce que j'avais trop peur. Je me voyais pas être dans mon lit comme ça en mode oulala. Et du coup, déjà pour commencer, Jennifer's Body, c'est un film qui, je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, a longtemps pas été compris. Et que c'est un des films, c'est ce qu'on se disait avant de commencer l'enregistrement, que c'était un des films les plus sous-cotés de l'histoire du cinéma, on peut le dire. Noté 1,9 sur Allociné. C'est une honte. C'est inadmissible. C'est hallucinant. C'est inadmissible. C'est vraiment un film exceptionnel. Ouais, il est incroyable. Et je pense que c'est parce que c'est un film qui est pris au premier degré d'une série B qui se contente d'inverser les rôles en fait du tueur et de la victime, même si c'est déjà beaucoup quand même, on peut le noter. Alors que en vrai, c'est un film avant tout sur une horreur qui est bien réelle, à savoir la culture du viol, la normalisation de l'objectification des femmes, la normalisation des relations hétérosexuelles peu épanouissantes. On va faire tout un chapitre sur le copain de Needy, qui est vraiment... Cette relation m'a terrifiée. Genre, c'est une vraiment, bouse. c'était... Vraiment une bouse. Vraiment, la bouse. À deux doigts de faire le trigger warning de attention, vous allez parler d'une énorme bouse. Sinon... C'est très drôle ça. Sinon, il y a aussi... On va surtout parler de bombes. Ah oui, Bien sûr. les plus grandes queens de... Elles sont trop belles. Elles sont exceptionnelles. Ouais. Aussi, donc en termes d'horreur, la normalisation d'une homophobie internalisée et d'un amour queer qui peut se vivre qu'en se prétendant de jouer à boyfriend et girlfriend et pas juste girlfriends tout simplement. Et on n'oublie pas que hell is a teenage girl. Oh yes. Première phrase du film, vraiment c'est déjà juste ça, je suis en mode d'accord. Pour moi, ça veut dire l'enfer est une adolescente. Ouais. Mais pour moi, rien que ça mérite pas que le film ait 1,9. En Oui. fait, cette réplique en elle-même, elle est iconique en fait. De fou. Mais c'est parce que, j'avais lu pas mal de critiques et en fait, à sa sortie, le film a vraiment été marketé à destination des mecs, en mode c'est Megan Fox, la bombe qui va jouer une espèce de pin-up, de succube, qui va en fait tuer tous les garçons, et donc c'était vraiment marketé pour les mecs hétéros cis, alors qu'en fait le film est vraiment à destination des femmes et des personnes LGBT. Et donc ils se sont complètement trompés de cible marketing, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le film est marketé n'importe comment, et donc il répond pas à... il n'a rien à voir. Oui, genre même l'affiche. L'affiche. C'est Megan Fox qui a un mini short, une mini jupe rouge. Ouais, et qui est assise, on voit vraiment ses jambes et tout. Oui, elle est assise sur un bureau de classe. J'imagine, c'est ça, j'imagine un décolleté aussi, parce que... Bon, un décolleté avec une petite chemise et un pull un peu court, un peu crop top. Elle a bien une écolière un peu sexy plus. Et je pense que c'est ça vendait un peu ce fantasme-là, et les gens, quand ils sont allés le voir... se sont pas du tout imaginé un film comme celui-ci, et d'où la déception. Mais entre le moment où le film est sorti et aujourd'hui, j'aurais quand même, tu vois... il a été un peu... il est revenu, moi j'ai vu... Surtout chez la Gen Z, c'est revenu en force chez la Gen Z, Jennifer's Body. Mais parce que j'ai regardé des critiques, et où c'est vrai qu'en fait, c'est juste qu'il y a un flot de critiques négatives qui noient le film, mais aujourd'hui, les critiques sont plus positives, genre à partir des années 2020... Ça a été un peu mieux compris, quoi. Et surtout aussi, du coup, c'est un film d'horreur dans lequel les seules victimes sont des hommes blancs cisgenres, et c'est extrêmement empouvoirant de voir ça à l'écran, je trouve. Et sur ce point précis, Jennifer's Body fait le tour de force, donc à nouveau avec le pastiche,
de détourner les films de vampires avec un être très attirant qui parvient à boire du sang de ses victimes en les séduisant, en autocritique de la propre fascination du spectateur, donc spectateur au masculin, c'est fait exprès, envers Megan Fox qui représentait le point culminant du fantasme masculin de cette époque, donc en gros les années 2000. Vous pouvez pas imaginer le nombre de critiques que j'ai lues qui se plaignaient qu'elle n'était pas assez nue dans le film. C'est atroce. Bah, c'est fou. C'est fou, et en même temps, maintenant que tu nous dis, Lou, que le film a été marketé pour une population masculine particulière, en fait, je comprends, parce qu'en fait, je comprends, et en même temps, c'est dégueulasse, je suis pas d'accord. Mais je me dis, en fait, ils s'attendaient à trouver un truc hyper érotique, mettant en avant, Jennifer, qui est censée être une ado de 16 ans, puisqu'elle est au lycée, jouée par Megan Fox, qui devait avoir déjà la vingtaine à l'époque, je pense. Mais il y a un truc très 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 malsain derrière, et je pense qu'effectivement ces gens-là très frustrés ont pris leur clavier, et la première chose dont ils se sont plaints, c'est on s'attendait à avoir plus de cul, quoi. Mais c'est ça, en gros. Donc j'en ai gardé mes trois préférées. La première étant, je comprends bien comment une actrice aussi sexy et ravissante que Megan Fox ait pu atterrir dans ce projet. Celle-ci n'avait absolument pas besoin d'être une grande actrice, son physique fait parfaitement l'affaire pour incarner un rôle digne de fille de collectionneuse de mecs. C'est lunaire. On souffle très fort. Elle est bonne sous l'homme, c'est le titre de la critique. On s'est assumé. Waouh. Non, je t'arrête tout de suite, Megan Fox, elle est bonne. En Pom-Pom Girl, elle est bonne. Et quand elle gerbe dans la cuisine, elle est bonne aussi. Donc ça, c'est en référence à une scène dans le film où elle vomit, du coup, dans la cuisine. Une substance dégueulasse noire en plus, donc vraiment scène pas belle, quoi. Non, mais elle vient on de se dirait faire qu'elle agresser. revient de se faire agresser. Ouais. On dirait qu'elle revient de se faire violer. Enfin, genre vraiment, c'est lunaire comme critique. Wow. Mais elle reste bonne, apparemment, du coup, même en vomissant et en étant couverte de sang et de blessures, et voilà. Et la troisième, les seuls points positifs, donc c'est une critique qui était hyper négative auparavant. Les seuls points positifs, quelques bonnes blagues, des maquillages et effets spéciaux très réussis, et une Megan Fox jolie comme un cœur, bien que trop habillée. On rappelle qu'elle est censée avoir 16 ans dans le film. Hein. On s'en rappelle vite fait ou... Et Megan Fox, qui est d'ailleurs bisexuelle, a beaucoup parlé des violences qu'elle avait subies et de l'objectivisation qu'elle avait subie à Hollywood. Et enfin, c'est juste tellement révélateur et tellement intelligent de la part de la réalisatrice de l'avoir utilisé à contre-emploi comme ça. C'est juste brillant. C'est le meilleur move qu'elle ait fait dans le film. Et qui montre que c'est une très bonne actrice et pas uniquement un physique. Elle est très bonne dans ce film. Elle est très bonne littéralement comme actrice. Attention. Elle est très bonne. On utilise des mots avec leur sens premier. Hein. Exactement. Et sinon, en fun fact absurde, je suis actuellement sur la page Wikipédia de la scénariste de Jennifer's Body qui s'appelle... Cody. Diablo Cody, Diablo Cody. Qui est également la scénariste de Juno. Et Emma Stone avait passé le casting pour être le rôle de Needy. Je suis pas très étonnée. Oui. Mais après, vous aviez vu Easy A avec Emma Stone. J'aime tellement ce film. Voilà, mais c'est un peu très bon. Je pense que tu peux kiffer. Pareil, très bon film avec un bon esprit derrière, un peu. Mais je sais pas s'il est réalisé par une femme. Non, je crois pas. Mais très bon film. C'est pour ça qu'il est quand même moins évolué que Jennifer's Body. Pour moi, premier degré, film nul, génie derrière une fois que tu le revois avec un spectre différent, à la Jennifer's Body d'ailleurs. Oui, mais raison pour laquelle pour moi il est très mal noté, c'est parce que les gens ne comprennent pas ni le sous-texte queer, ni le sous-texte de dénonciation de la culture du viol, et donc du coup, très mal noté. Et ils veulent voir Megan Fox à poil, quoi. Après cette très longue introduction, du coup, qui nous a pondu cette frappe atomique ? Eh ben c'est Karyn Kusama. Mais qui est Karyn Kusama ? Nous le demandons. Eh bien c'est une scénariste et réalisatrice américaine de 57 ans. Elle est fille d'un psychiatre américano-japonais et d'une psychologue américano-irlandaise écossaise. Donc vraiment des origines très diverses. Et elle a été à l'université de New York où elle a fait un Bachelor of Fine Arts in Film and Television. Clairement, ensuite, elle a galéré. Elle a fait des jobs pour manger et en parallèle, elle était assistante réal. Et donc, elle a été notamment assistante réal du réalisateur John Sayles. Ouais, non. Je ne vois pas qui c'est. Qui a fait des films qui ont pas l'air brillantissimes, honnêtement. Peut-être je juge un peu vite, mais ça s'appelle Limbo et Men with Guns. Ah, voilà. Okay.
Donc loin de Jennifer's Body. Hein. Loin de Jennifer's Body, peut-être pas. On joue sur un titre. C'est ça, et on n'a pas vu les films. Et on n'a pas vu les films. Et on a critiqué pendant 20 minutes les gens qui avaient critiqué Jennifer's Body sans s'être intéressés à la question. C'est vrai. Ne faisons pas la même chose. Tout à fait. Donc, en parallèle, quand même, donc, elle était assistante réelle, elle écrivait des pièces de théâtre et elle montait des documentaires indépendants. Tout ça en parallèle de job juste pour manger, alimentaire. Ouais, ça, c'est fou. Hein. Et ensuite, elle va commencer la boxe qui va lui donner l'idée de son premier film. Son premier long métrage s'appelle Girl Fight, il sort quand elle a 31 ans et il remporte de nombreux prix et notamment Grand Prix au Sundance, Prix de la jeunesse au Festival de Cannes qui est un prix qui n'existe plus. Bah, oui, ouais, moi aussi j'étais en mode Prix de la jeunesse, mais qu'est-ce que c'est? Après je pense que les prix du Festival de Cannes on peut vraiment dire Prix du café, allez c'est bon, une catégorie qui existe pendant 7 ans qui va disparaître du jour au lendemain et personne sait vraiment à quoi elle sert mais... Prends ça à Cannes. On dénonce. Et aussi le Grand Prix spécial à Deauville. Il faut savoir que c'est un film qui avait eu beaucoup de mal à trouver des financements parce qu'elle refusait de prendre une actrice blanche connue et qu'elle voulait absolument une actrice d'origine hispanique pas connue. Et c'est le premier film de l'actrice Michelle Rodriguez qui est ensuite devenue quand même... Un petit flair quoi finalement. Finalement, elle avait bien fait de miser sur elle et de pas prendre une des actrices qu'on lui recommandait. Ensuite, son rapport avec la critique et les festivals s'est très clairement détérioré. Franchement, maintenant, elle galère un peu à faire des films. Oh non. Notamment, elle devait faire un film sur Dracula en 2022 qui a été annulé faute de financement. Alors qu'aujourd'hui, on a 4 films de Dracula qui sont en line-up ou qui sont en dont production. Enfin, je veux dire, stop. On est cané. On pourrait s'épargner ça vraiment. C'est clair. Et donc, en fait, majoritairement, aujourd'hui, elle fait des épisodes de séries pour des majors, pour des séries comme Faux Semblant, Yellow Jacket, Billions. Avec cet essor un peu à nouveau du film Jennifer's Body, j'espère qu'elle aura à nouveau l'occasion de montrer son art, de montrer son art et sa patte parce que vraiment elle a... À 57 ans en plus elle a encore un peu de temps en vrai, hein. Enfin elle a pas oui, le temps oui. de... Enfin, on le voit bien, les réalisateurs qui produisent et qui réalisent jusqu'à la fin de leur vie donc... Oui après c'est des hommes c'est des réalisateurs. C'est pour ça que j'ai dit réalisateur. Ok, en vrai, femme hyper impressionnante. Bah, du coup, on peut directement se pencher sur l'influence cinématographique qui l'a inspirée pour réaliser Jennifer's Body. C'était notamment le film d'horreur Rosemary's Baby de Roman Polanski. On adore. Qui est plutôt quand même renommé parce qu'il explore la possession, la dénaturation du corps, la perte de contrôle sur le corps féminin, ce qu'on retrouve quand même fortement dans Jennifer's Body. Ginger Snaps, un film de 2000 qui explore la métaphore de la puberté aussi. Et en fait, elle s'inspire aussi des comédies noires des années 80-90, comme Heathers, qui est quand même un film fantastique. Si vous l'avez pas encore vu, franchement, allez le voir. Qui est un film qui est connu pour avoir un humour assez satirique et surtout satirique dans le sens où il va vraiment dépeindre les rapports de force qui existent dans le milieu lycéen et les hiérarchies sociales qu'on peut retrouver dans cette espèce de microcosme adolescent. Enfin, elle s'inspire aussi du cinéma de John Waters, qui a une approche décalée et subversive. Donc voilà. Et sinon, concernant sa filmographie, alors elle a eu un premier film en 2000 qui s'appelle Girl Fight, qui parle de Diana, une adolescente rebelle qui se tourne vers la boxe pour échapper à un milieu social difficile. Et en fait, son premier film, il a été... il a reçu un grand prix du jury et le prix de la réalisation du Festival de Sundance. Donc pour un premier film, c'est ce que tu disais, c'est quand même franchement pas mal en vrai. Donc voilà. Ensuite, elle a fait 4 autres films. Aeon Flux en 2005. Jennifer's Body, c'est son 3e film. Pareil en 2009. The Invitation en 2015. XX Segment Her Only Living Son en 2017 et ensuite en dernier film à date Destroyer en 2018. J'en ai vu pour ma part aucun à part Jennifer's Body mais voilà. On n'a pas bien fait nos devoirs. Sorry si vous en avez. J'avoue c'est toi qui faisais la filmo. Ouais, j'ai pas eu le temps. Non mais t'inquiète. Et en fait, non mais si jamais vous avez vu l'un des films, vous, n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer un petit message, nous partager vos avis ou pas, vos recos. On s'inspire de vous aussi pour les épisodes. Est-ce qu'elle a renouvelé l'exploit quoi Et moi j'avais noté aussi que c'était un peu une girl's girl. Et notamment quand j'ai écouté l'équivalent du vidéo club
aux États-Unis qui s'appelle... C'est le Criterion Closet. Oh, trop En fait, Lou se fout de ma gueule parce que tout à l'heure, elle m'en a parlé et j'étais en mode c'est le Criterion Closet. Parce que je suis un peu une nerd, voilà. Mais c'était très mignon et donc du coup elle parle vraiment de son amour pour les réalisatrices et elle les a vraiment mises en avant dans l'épisode et notamment Amy Heckerling que vous aimez beaucoup qui est celle qui a fait Clueless et Martha Coolidge. Voilà. Ah, je l'adore. Voilà. Et sinon j'ai quand même noté qu'elle aimait beaucoup les réalisatrices françaises, puisqu'elle parle notamment de Chantal Akerman et de Jacques Audiard, donc ça fait plaisir un peu. Toujours. Et Jonathan Glazer, qui est américain, je crois. Ou français je sais Pour moi, plus. il est américain. Oui, je crois qu'il est américain aussi. Peut-être, ouais. Alors, Jennifer's Body, dont on a quand même déjà pas mal commencé à parler. Quelle est l'histoire ? Alors, pour résumer Jennifer's Body, l'histoire commence avec Needy, qui est une très belle adolescente qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique, qui est très violente et qui va raconter son histoire et nous expliquer comment et pourquoi elle est devenue violente et folle. Et on en arrivait là, ouais. Et comment elle en arrivait là. Parce que c'est vrai que tu dis qu'elle est très belle, c'est vrai que esthétiquement, elle n'a pas trop sa place en fait dans ce exactement dans ce ça rend la scène d'ouverture encore plus marquante parce que c'est vrai qu'elle a c'est Amanda Seyfried qui incarne le personnage de Needy et pour ceux qui connaissent un peu Amanda Seyfried, elle a vraiment le visage angélique par excellence, donc les cheveux très en fait elle a un visage un peu scandinavien un peu, donc les grands yeux bleus un peu innocents, les longs cheveux dorés mais limite les cheveux d'enfant quand ils sont blonds et un teint de porcelaine et on la voit avec cette combinaison orange dans cette cellule bleue miteuse très froide, on ressent la froideur et l'humidité de la cellule dans la première scène et au début on se dit mais qu'est-ce qu'elle fout là, enfin elle clash complètement avec le costume et le décor et en même temps on voit il y a cette scène où elle, tu sais quand elle lève la tête au début quand il y a un gros plan un plan fixe qui arrive sur son visage et en fait là d'un coup elle devient terrifiante et elle lève la tête et il y a un côté assez possession un peu qui se passe et du coup je trouve que très vite on est mis dans le bain de l'atmosphère du film et on embarque assez vite dans l'histoire quoi. Tout à fait. Et donc ensuite, elle va nous raconter donc son histoire et comment tout a commencé. Eh bien, tout a commencé par son amitié avec Megan Fox, aka Jennifer. There's Jennifer. Only back then we were tight. Sisters practically. People found it hard to believe that a babe like Jennifer would associate with a dork like me. Qui est vraiment au centre de l'histoire, leur amitié est au centre de l'histoire et tout va commencer quand elle décide d'aller dans un bar miteux pour aller écouter un groupe de rock qui vient de la ville. En fait, ce groupe de rock est extrêmement malsain et va mettre le feu au bar pour récupérer une jeune vierge, pour la sacrifier dans un rite de magie noire qui consistera pour eux à atteindre la gloire et l'argent grâce à ce sacrifice en fait. Et donc ils vont choisir Jennifer. Manque de peau, Jennifer n'est pas vierge pour une raison tout à fait intéressante que nous évoquerons ensuite. Et donc au lieu de mourir, elle va se transformer en ce qu'on appelle une succube, mais c'est un démon femelle. Voilà, un démon, un vampire, une sorcière. Choisissez les mots que vous voulez, ce que vous voulez. Et elle va tour à tour tuer différents hommes dont elle se nourrit et qui la font être merveilleusement belle, en forme, capable de s'auto-soigner, avoir un certain nombre de pouvoirs magiques comme ça. Et moins elle mange et plus elle va paraître malade, plus avoir les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités de régénération. Et donc elle est obligée de se nourrir du sang des humains et elle s'attaque uniquement aux hommes blancs pour garder cette énergie vitale en fait. Et donc elle va comme ça en tuer quelques-uns et son amie Needy va au fur et à mesure se rendre compte de ce qu'elle fait en fait et de ce qu'elle est devenue et essayer de prévenir tout le monde mais personne la croit évidemment parce que c'est quand même un gros délire ce qui se passe. Enfin, je pense que quelqu'un arrive et dit ma meilleure amie et en fait une vampire qui mange les gens. Bon. À partir du moment où tu traînes dans le rayon ésotérisme des bibliothèques, généralement déjà les gens te prennent pour le fou du bus donc c'est un peu difficile.
Ça se passe Mais mal. pour autant, ils auraient peut-être dû l'écouter finalement. Oui, du coup, elle se transforme en une espèce de Cassandre qui prévient tout le monde mais que personne ne croit. Et notamment son petit ami Chip, que elle essaye vraiment de protéger Chip, et c'est pour ça qu'elle le largue. Mais manque de peau, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Et non. Jennifer, qui est affreusement jalouse d'elle, je crois qu'on peut le dire, va lui voler... Mais même pas ça, parce que c'est lui le problème. Mais oui, c'est lui qui est au C'est un milieu. homme que tu peux voler, c'est que c'est un homme qui n'était jamais à toi. Exactement. Non mais... Les conseils de Cam, vraiment, Coach si jamais. Tati Cam. Cam. Les coachs ne jouent pas. Non, mais donc en fait, Jennifer va emmener Chip dans un guet-apens, peut-on dire, dans une piscine abandonnée, et donc va s'en suivre une bataille finale entre Needy et Jennifer, où elles vont se dire leurs 4 vérités, où Chip va mourir, et où ensuite Needy va décider de se venger et de tuer Jennifer, ce qu'elle parviendra à faire. Et en fait, c'est ce qui l'amènera ensuite à être incarcérée, et en plus incarcérée dans un hôpital psychiatrique. Mais ce qu'on apprend à la fin du film, c'est qu'elle a été mordue par Jennifer, qui lui a donc transmis un certain nombre de ses pouvoirs, et notamment une force surhumaine et la lévitation. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ouais, j'avoue, pas dégueu. Franchement, je dis pas non, tu vois. Pas dégueu, pas dégueu. Et qui va décider en fait d'aller se venger du groupe de rock qui avait sacrifié son ami. Avec quand même, notons-le, un générique iconique en found footage. Donc en fait, en gros, c'est une technique de cinéma qui est notamment pas mal utilisée dans le cinéma d'horreur, non ? Avec pas Blair Witch Project ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas. Je sais pas. Peut-être. Genre le côté les photos. Ouais, le côté photo et le côté vraiment filmé au caméscope un peu. Si, c'est un peu Blair Witch Project, je t'avoue. C'est ça, ouais, je ne l'ai jamais vu. Ah mais oui, c'est filmé au caméscope. Sur le début de ce podcast, je suis incapable de le voir. T'avais Mais la ref, et ça c'est ouf. oui, c'est mon côté nerd aussi, référence au Criterion Closet. Mais en gros, du coup, le côté fan footage et tout de ce groupe de rock atroce où ils sont tous genre... ils sont pas démembrés, mais tu sais, tu vois juste des petites parties de leur corps. Ouais, bah tu les vois un peu dans des positions. Photos. Ouais. Non mais oui, faut un peu expliquer ce que c'est, mais en fait, bon déjà, comme vous savez, moi je suis absolument fan des génériques où en fait on continue de suivre le récit ou alors qu'il y a un bêtisier, etc. On en avait parlé pour Coup de foudre à Bollywood. Et donc en fait, c'est des photos de la scène, d'abord de leur beuverie, traces de cocaïne et compagnie, et ensuite de l'enquête de police avec le sang sur le mur, les membres, les machins, et donc voilà, et ça se termine comme ça. Et on voit juste, la dernière image, c'est une caméra de surveillance où on voit Needy sortir de l'hôtel. Qui fait un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, ouais. Et en plus, c'est sur une chanson aussi. Je pense qu'on va devoir beaucoup parler de la BO du film, Ouais. qui est tellement empreinte de cette époque. Et c'est sur une chanson du groupe qui s'appelle Hole, donc qui est le groupe de Courtney Love, et où la chanson s'appelle Violet, et où du coup, c'est une chanson qui traite aussi de comment est-ce que les hommes ont tendance à objectifier les femmes et qu'elles sont en colère et qu'elles veulent se venger. Voilà. Tout est cohérent et c'est hyper intéressant parce qu'en plus quand le groupe chante les chansons là dans le film, ils sont hyper misogynes dans leurs paroles, dans leur manière de parler des femmes en dehors de leur musique. Et franchement, ce film c'est du génie, ça. Oui. On en revient toujours à ça. D'accord. Esthétique. Tout à fait. Bon bah moi j'adore, hein. Si jamais on n'avait pas compris. Non mais on va vraiment être... dithyrambique, ouais, je pense. Je pense qu'on va tout être d'accord et très dithyrambique sur ce film. Mais toujours avec des nuances quand même. Exactement. Moi, ce que j'adore, c'est évidemment la caricature du teen movie et du slasher movie. Je trouve que ça reste une esthétique à la fois très colorée comme dans les teen movies, et en même temps, il y a des vrais moments gore et des vrais moments d'horreur, des screamers qui sont très réussis. Enfin, moi, ça m'a vraiment porté et j'ai trouvé ça très cool qu'elle fasse le choix d'une mise en scène vraiment violente, en fait, et pas édulcorée. Oui. Alors j'ai cru la première fois en le voyant, je me suis dit oh là là, avec son histoire de pom-pom girl et tout, on va avoir un brin de sang sur un mur, et bah détrompez-vous, c'est franchement crade. Vraiment, les gens qui sont brûlés vifs dans le bar, moi j'étais en mode oula,
j'avais oublié Non, ouais, que c'est trash. C'est et en trash, même temps, il y a un très côté. trash, ouais. Et moi, ce que j'ai trop aimé dans l'esthétique du film, c'est le côté trash subversif et pop culture, un peu glamour, mais subversif aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où tu les vois, elles sont très teenage. Très années 2000, ouais. Oh, moi j'adore. Ouais, voilà, très Ouais. années 2000. Moi, j'adore. Moi, je suis passionnée de la pop culture des années 2000, mais tu sais, il y a un moment où elle est avec son ensemble rose, avec les trucs à cœur, là, machin. Ah oui. Très 16, très American Girl from the Valley, tu vois, et t'as des scènes à côté de ça où c'est hyper contrasté, où comme tu disais, voilà, t'as la scène du bar en feu, les doudounes courtes avec la fourrure, donc il y a beaucoup de jeux de lumière aussi, moi, que je trouve très intéressant, des lumières très... Enfin, en fait, moi, j'ai trouvé que le film était filmé comme une série des années 2000, donc si vous avez regardé, genre, les frères Scott, ou The O.C. ou un truc comme ça, il y a vraiment cette vibe-là, Je suis assez d'accord. et du coup, ça marche trop bien avec ce qu'elle veut décrire comme message de fond, donc le crade, le dégueulasse, mais édulcoré parce que version pop culture, version sexy, version t'inquiète pas All American Glossy Paper, et du coup ça rend trop bien. Ça plus la bande son qui est très alternative rock, un peu qui représente cette période un peu emo. Ou pareil, on avait des pop stars de 16 ans qui étaient habillées de manière très male gaze, mais qui étaient un peu rebelles, mais en même temps un peu innocentes quand même. Tu vois, il y a un peu toute cette subversivité. Toute cette subversivité. Du film dans l'esthétique, et moi je la trouve réalisée mais avec brio, c'est-à-dire que vraiment tu t'en lasses pas, quoi. Surtout en plus sur les sur les stars de je pense notamment à Avril Lavigne, sur les stars un peu de cette trempe là, c'était beaucoup des anti-Britney, dans le sens où en fait on était, on revient à Disney comme d'habitude, où on était dans une période de l'histoire de la pop, quoi, où les jeunes femmes qui étaient d'abord mises en avant, donc vraiment Britney Spears, l'exemple absolu, mais Christina Aguilera également, comme étant innocentes, qui avaient des anneaux de pureté et tout, c'était le moment où elles ont pété un câble et où elles se sont hyper sexualisées dans leurs clips, et du coup l'industrie avait besoin en fait de figures plus contrôlables et qui porteraient moins de vêtements courts, qui montreraient moins leur peau, etc. Mais en même temps un peu rebelles pour que les adolescents et adolescentes soient intéressés. Et donc du coup, en gros, c'est de là aussi qu'est né en fait tout ce genre mouvement emo, un peu pop-punk du coup, parce que en fait ça permet aussi de vendre à la fois aux familles et aux adolescents adolescentes un modèle qui est beaucoup plus convenable que ce qui est devenu les pop stars, quoi. Mais moi sur l'esthétique du film, sinon je trouvais pour le coup que il y a quand même beaucoup de couleurs froides quand je le vois, genre c'est coloré mais ça reste ton sans être Twilight non plus. Twilight, il y a un filtre gris dessus. Non mais balle perdue devant Twilight. Filtre gris et vert, mais non, mais parce que tu sais, je trouve que t'as un peu les mêmes ambiences, genre c'est très bordure de forêt, c'est nature, très froid, froid. En fait, moi je trouve que Non, le mais film... Twilight, c'est pas possible. Oui, non, Oui, mais non, Twilight, pas du il y a rien qui va. Mais moi je trouve que c'est ça. vrai que le film il transpire l'humidité, je sais pas Ouais. pourquoi. Mais Il y a un parce qu'il y a côté beaucoup froid humide. Il y a beaucoup d'eau. Ouais. En gros, genre, moi je sais que moi j'ai beaucoup été marquée couleur froide par les éléments aussi. Donc t'as beaucoup d'eau, t'as la scène exceptionnelle où en fait, du coup, Jennifer nage dans un lac nue et elle n'est pas sexualisée et juste elle sort de l'eau nue et elle est hyper empouvoirée et c'est tellement beau à Et on voir. voit juste sa tête. Ouais. Il y a aucun moment où on voit ses seins son et corps. ses fesses. Oui, aussi, tu sais, le fameux plan où t'as Où en le fait ça scanner. descend. Mais Ouais. tu sais que je suis tellement habituée à ça Ouais, que t'as que été étonnée. j'ai été étonnée. Je Ouais, m'attendais pareil. à voir ce plan où effectivement on voit la serviette descendre Oui. pendant qu'elle se sèche et en fait non, ça reste vraiment centré sur son visage, Son du expression. coup, Ouais. jusqu'au haut de sa tête et c'est formidable. C'est une des plus belles scènes, Ça moi, je fait trouve. tellement du bien. Ouais, où t'as cette grande étendue comme ça Ouais. d'eau, la piscine, la scène de la piscine aussi à la fin, donc du coup là Oui. où le combat final où elle tue Chip aussi, Le sacrifice. le sacrifice. C'est juste à côté d'une rivière, Ouais, tu sais, le tourbillon ouais, le et tourbillon, tout. ouais. Et c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de liquide où en gros t'as l'eau, t'as le sang, Bah, t'as le feu vomi. aussi quand même. C'est pas Il y a- liquide, il y a mais beaucoup- dans les éléments. Il y a beaucoup le feu, mais où t'as beaucoup, je sais pas, de trucs très aqueux comme ça qui se baladent un peu partout. Il y a beaucoup de substances en fait. Beaucoup de C'est vrai qu'il y a substances, beaucoup ouais. de- Je repense au date qu'elle a avec le emo guy justement là dans cette gare, dans c'est cette ma ranch scène abandonnée,
avec cette petite musique de fond, les bougies, machin. C'est vrai que moi, cette scène, elle m'a donné chaud, mais genre pas chaud au sens sexuel du terme, mais genre elle m'a donné chaud dans le sens où il y avait un truc, il y avait une atmosphère. Enfin, je trouvais que cette scène, elle dégageait une atmosphère où tu avais du mal à respirer. Anxiogène. Ouais, mais tu vois, tu sentais un peu la poussière, tu sentais l'espèce d'odeur de cire dégueulasse. Ouais, il y a un truc où je trouve que du coup, à chaque fois, elle arrivait vraiment à te faire rentrer et plonger dans l'ambiance qu'elle veut créer autour d'une scène spécifique. Typiquement, il y a plein de scènes comme ça où quand elles font la pyjama party ou pareil, tu ressens vraiment toutes les émotions qu'elles peuvent ressentir. Et je trouve que c'est vachement les jeux de lumière, le décor. Et elle manie très bien les... je sais pas si c'est vraiment les décors, mais en tout cas tous les micro-détails qui contribuent à rendre la scène réaliste. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de substances... mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gros plans en fait tout à sur fait. les parties. Vraiment, la scène de début, quand Needy commence son récit et elle décrit Jennifer dans sa chambre, enfin, elle décrit pas, il n'y a pas une voix off qui décrit Jennifer dans sa chambre, on voit Jennifer dans sa chambre. Et les premiers plans, c'est sur une blessure de Jennifer qu'elle se gratte. Et enfin, très Julia Ducournau, genre. Complètement. Moi, je me suis dit, on sait ce qu'elle a regardé pour faire grave, quoi. Et oui, pour le contexte de la scène du emo guy, c'est du coup. Colin, oui, merci pour le nom Lou. C'est un mec du coup du lycée de Jennifer et Needy que Needy aime bien, ou juste, enfin, qu'elle aime bien, on sait pas si elle est en crush sur lui ou pas, mais juste, enfin, elle aime bien parler avec lui, quoi. Ouais. Et du coup, Jennifer piège ce mec en l'amenant dans une maison abandonnée où elle a fait une Non, mais moi, je veux qu'on reparle de ça parce qu'elle le piège pas. Hein. Ce mec est un crétin. Ah non, mais ça, c'est un autre truc. Oui, ils sont tous plus bêtes les uns que les autres. Moi, je trouve ça fascinant, le fait que dans les 2 minutes qui suivent des propositions absurdes de Jennifer qui les emmène dans un coin, ils disent oui et ils l'embrassent, mais genre comme si de rien n'était. Ils sont gouvernés par leur pulsion, c'est un après, il faut se rappeler que c'est censé être des mecs de 15 ans et qu'on a une Megan Fox devant eux. Je pense que... Enfin, je veux pas... Mais... Oui, abruti. Mais abruti parce que... Oui, les hormones. Et la société moderne aussi. Désolée les garçons. Attends, non mais je voulais revenir sur ce que tu disais juste avant. Ah oui, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que, mine de rien, le récit reste du point de vue de Needy. Ouais. Et je trouve ça très marquant dans la manière dont elle filme Jennifer, notamment. Ouais. En fait, Jennifer, c'est le centre de son monde. Mais vraiment, c'est marquant. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps au milieu des plans. Tous les plans, ils sont sur elle. Il y a énormément de gros plans sur son visage. Et en fait... Tu sens qu'elle a vraiment une admiration, et c'est aussi pour ça que Jennifer apparaît comme un personnage très empouvoiré et très puissant, mais c'est parce que c'est ce qu'elle est dans les yeux de Needy, et je trouve ça vraiment très très marqué par la caméra. Alors que Chip... La bouse. Chip so cheap, le mec de Needy, c'est vraiment un électron qui apparaît dans certains plans, dans le plan mais qui est extérieur un peu à tout ça. Parfois, jamais il est central, jamais il y a un long plan sur lui qui avance au milieu du couloir. T'as Jennifer, cette bombe. il est useless, c'est-à-dire qu'on a quand même en scène de début de film, alors pas tout début, mais très vite, relativement vite en tout cas dans le film, la scène où Needy, après avoir vécu une scène traumatisante du bar qui prend en feu, avoir vu des gens littéralement se faire brûler vifs, avoir été témoin du potentiel kidnapping / viol en bande de sa meilleure amie, scène horrible où vraiment tu te dis mais t'appelles ton mec, tu rentres chez toi, tu lui dis j'ai peur, le mec reste au téléphone. Hey Niedermeyer. Oh, thank God you're there. What's wrong? Jennifer's gone. She ran off with that rock band and Melody Lane burned down. You're okay, right? Yeah, but there was this huge stampede and the people on fire just smelled like... This is crazy. She's still in there, we have to go find her. Who cares about Jennifer and those douchebags with their douchebag haircuts and their man scare? People just burn to death. Quelqu'un qui tambourine à sa porte et le mec est toujours pas inquiet. Voilà, mais voilà, oui, exactement. Alors que moi j'étais très inquiète dans ma chambre. Très inquiète pour Needy. Jude avait très peur et moi j'étais juste là, mais quelle bouse. Non mais vraiment, il y a un problème avec les hommes dans ce film, je pense. On va développer ça, oui, on va clairement développer ce point. Sur l'esthétique, moi je voulais juste revenir un peu sur ce qu'on a dit aussi, mais c'est vraiment un des films où pour moi le female gaze est le plus présent, mais je trouve ça
ça, enfin du coup on en a un peu parlé dans les plans où en fait tout est suggéré, il y a absolument rien qui est montré, mais enfin c'est incroyable à quel point les personnages féminins sont empourrés et à quel point le film il met en avant enfin c'est sexuel, c'est intense, ça parle d'amour, ça parle d'amitié avec vraiment des bombes, mais elle arrive à rendre tout ça avec un female gaze, mais enfin je sais même pas comment expliquer tellement c'est impressionnant. Je trouve que ça part déjà de la non-objectification de Megan Fox notamment, qui du coup, et aussi déjà de c'est Needy qui regarde et Needy est une femme, donc je pense que ça cantonne aussi déjà ce récit-là, et donc la non-objectification de Megan Fox. Aussi, moi en termes de female gaze, une scène qui m'a trop marquée, mais je pense dont on va reparler aussi plus tard, c'est en gros une scène où Chip et Needy se mettent à coucher ensemble. Donc déjà, ils se déshabillent ensemble. C'est tellement cringe. Dans les films, mais je trouve que souvent dans les films, de mecs, t'as juste une meuf qui arrive en talons avec un ensemble de lingerie que personne ne peut se payer, comme ça dans la pièce, en mode « baise-moi » et le mec est allongé sur le lit tout habillé encore, va savoir pourquoi. Mais où du coup, donc t'as ce truc-là hyper naturel, et aussi un peu le truc des premières fois où tu sens qu'ils sont pas hyper à l'aise non plus, et que j'ai trouvé trop touchant. Et aussi, ils sortent une capote et ils parlent de contraception. Ce qui n'arrive jamais. C'est vrai. Ouais, j'avoue, c'est vrai que ça m'a pas marqué, mais c'est vrai que c'est pas du tout. Ils en parlent plusieurs fois. J'avoue. C'est vrai. Après, ça part. La scène part en couille après, mais. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Ouais, on va en parler après. Mais oui. Bah, mais le début, en tout cas, c'est très. Je trouve que c'est très female gaze en fait. Oui. Aussi, je sais plus. Enfin, il y a un moment où il demande son autorisation à Needy, ou même elle. Enfin, il y a quelque chose genre de l'ordre du consentement verbalisé. Enfin. Jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Mais voilà. Oui. Ouais. Autre chose à dire sur l'esthétique ? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Allez. Un peu fort celui-là, on aurait dit une petite fessée. Je suis 100% garder ça. Tu vas beaucoup rire en tout cas quand tu vas faire le montage. Du coup, le pastiche. Mon mot préféré pour ce film. Vraiment, quand je me suis dit c'est un pastiche, j'étais en mode on pourrait le dire tout le temps. Tout à fait. Ouais, l'ambiance teen movie, moi j'ai adoré qu'elle plonge dedans. Je trouve que c'est vraiment, enfin c'est un peu ce qu'on disait, mais c'est synonyme d'une époque, mais le côté ambiance lycée, petite ville, lycée américain, quarterback, groupe de rock, pom-pom girl et filles qui s'ennuient. Et les nerds aussi. Les nerds, c'est passion. Ah là là, mais vraiment. tu mets tout ça dans un saladier et tu mélanges. Je pense que les teen movies, c'est vraiment le genre avec lequel tu reviens. Enfin, tu peux pas on s'en défait jamais complètement. Moi, encore aujourd'hui, j'adore regarder des teen movies, et je trouve que, phrase de con, mais je trouve qu'ils sont moins bons maintenant qu'avant. Attention, Cam et Réac. C'était mieux avant. Ce genre de révélation. Attendez, je termine mon propos par dire que je suis une fan ultime de la pop culture des années 2000. Pour moi, les années 2000, si c'est pas un teen movie et une émission de télé-réalité avec, comment elle s'appelle, la Paris Hilton et Nicole Richie, c'est nul. Donc j'avoue, j'ai un peu un truc de cette nostalgie un peu con des années 2000, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ce truc de l'ambiance Y2K, velours, strass paillettes, R&B, pop, machin et tout. Les sweatshirts. Et c'était trop bien. Et t'avais ça dans tous les teen movies et ça marchait extrêmement bien. Aujourd'hui, tu fais un truc comme ça avec quarterback, pom-pom girl, un peu border et tout, ça marche pas dans le sens où on n'a plus envie de voir ça, on a évolué et je suis pas sûre. Je pense qu'on pourrait continuer à produire ce genre de cinéma si ça tenait un propos aussi intéressant que celui de ce film-là. Oui, pour moi c'est sous d'autres formes aussi. Genre tu vois par exemple la série Sex Education, elle reprend de fou des codes de clics. Ouais, mais t'as le côté où les clics ont évolué, mais elles existent quand même aujourd'hui. C'est pas aussi caricatural entre guillemets que le quarterback, la pom-pom girl, les nerds, les emo, etc. Mais ça existe quand même, je trouve. Tu penses pas que ça nous dérangerait d'avoir autant de clics, autant de hiérarchie, aussi, autant de mots, enfin, ce qui est un peu ce caractéristique des teen movies à la Mean Girl, etc. C'est même Clueless et tout, c'est genre vraiment le côté genre les populaires, classisme qu'il y a, tu vois. C'est un
peu ce côté-là qui est un peu... Et on adore détester ça, mais il y a ça. Oui. Aujourd'hui, tu fais un truc comme ça, franchement, moi je trouve ça pas ouf. Mais moi, je serais là en mode, en fait, non, Oui, pas bon exemple pour la société. On enlève, on recommence, on reproduit pas comme avant, tu vois. Mais justement, moi, je trouve ça, dans la caricature du teen movie dans Jennifer's Body, je trouve ça trop intéressant parce que les personnages qui sont récurrents de base sont tellement détournés. Où t'as genre ça, la pom-pom girl qui devient monstrueuse, entre guillemets. Il y avait aussi, moi, la nerd qui est en personnage principal, qui est genre celle qui parle. Et pour revenir sur ce côté classiste aussi, et dont on ne comprend pas l'amitié. Oui, avec genre, Jennifer. Comment la plus populaire, en fait, elle pourrait être très amie avec la nerd de service. Ouais, c'est ça, complètement. Et où ça aussi, c'est vrai que ça casse de fou les codes. Aussi, la nerd a un copain. Normalement, c'est Jennifer qui aurait dû en avoir un. Ouais. Il y a le groupe de rock indé qui est maléfique. Moi, j'adore cet arc. J'adore ce groupe de rock indé. Mais avec les lunes tatouées. Ah oui, les lunes tatouées partout. Oh là là. Non mais ça c'est hilarant parce que ça fait en plus très théorie du complot de genre pour réussir à Hollywood faut être un sataniste pédophile. Enfin pardon. Il y a beaucoup de ça qui existe dans... Voilà. Moi, j'étais passionnée d'ésotérisme de mes 14 à mes 17 ans. Ah, c'est vrai ? Oui, j'ai connu toutes les théories du complot. Les théories du complot. Je n'y crois absolument pas, mais je les connais. Toutes les révélations. Elle est réac. Elle est complotiste. La meuf est malade. Attends d'être Trumpiste. Non, je suis absolument pas complotiste, mais j'étais passionnée Elle a une d'ésotérisme. casquette MAGA sous son canapé, en fait. Oui, make Algeria great again. Oui, d'accord, ok. Non, mais c'est vrai qu'en fait, du coup, il y a vraiment ce truc, et à l'époque, il y avait vraiment... Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a encore des théories un peu farfetched, en mode adénochrome pour les célébrités qui veulent rester jeunes, machin, le Pizzagate aux US, tu vois. Je me souviens plus, je t'avoue. Je sais même pas de quoi tu parles. Moi, je sais que j'ai eu la ref, mais je m'en souviens plus. Le Pizzagate, tu sais, c'est les politiciens et les grandes célébrités qui font des sex trafficking d'enfants dans les pizzerias, et du coup, quand tu dis, genre, je vais chercher des pizzas, en fait, c'est tu vas chercher des enfants mineurs. Oh, waouh. Waouh, ouais, on est d'accord. Mais du coup, moi je trouve qu'avec brio, elle surfe sur ce truc-là qui était très réac, très anti-teen movie, parce que dans les teen movies, on parle pas de ces sujets-là, tu vois. Typiquement, c'est le boys band ou le girls band un peu frais et tout. Et là, elle rentre vraiment dans le truc de genre, le boys band un peu médiocre, pourquoi il a réussi ? C'est parce que ses membres sont un peu beaux et qu'ils ont fait genre un truc complètement délirant. Pour moi, elle tire le propos, elle tire la satire des teen movies à l'extrême de ce qu'on peut imaginer, se retrouver sur le dark web ou les trucs comme ça. En même temps, ça pour moi, ça va avec le côté de toute manière, ce boys band qui utilise la violence pour arriver à son rêve de gloire, c'est représentatif de tous les mecs qui sont en fait tout à fait capables de détruire des meufs sur leur passage si ils peuvent en fait à la fin accéder à ce dont ils ont envie. Et genre pour moi c'est vraiment ça, c'est genre tout piétiner, et je trouve que là c'est passé à travers la magie noire, mais en fait c'est juste une explicitation de la violence du patriarcat, tu vois. Et de leurs égos. Enfin c'est vrai que normalement en gros genre ça aurait été plus Jennifer les suit dans leur chambre d'hôtel, j'imagine ils la violent collectivement et fin de l'histoire, tu vois. Ouais. Oui, mais du coup moi je trouve que ça complète le truc de... Elle passe par ce prisme-là pour expliquer à la fois la violence, la violence à laquelle sont prêts à s'adonner certains hommes pour réussir, quitte à aller vers des trucs qui sont complètement farfelus. Et ça permet, moi je trouve, de critiquer ce côté un peu édulcoré des teen movies. Souvent, ils ont pas de problème, ces gens-là. Leur problème, c'est genre comment on va s'habiller pour la prom. Mon petit copain a couché avec une autre meuf. Ah là là, j'ai pris 3 kilos, ça va être horrible. Et là, elle va vraiment dans l'extra réel, quoi. C'est vrai qu'elle révèle l'horreur. Ouais, elle révèle l'horreur. Pour moi, c'est vraiment franchement, ça. elle révèle l'horreur de ces mecs-là. Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Et j'ai trouvé ça cool aussi que ceux qui fassent de la magie noire, ce soient des mecs. Ouais. Et genre un peu des jeunes mecs. Et genre finalement, les ésotériques, ça peut aussi être... Enfin, on renvoie souvent les femmes à genre la nature, leur les sorcières dans la rue, les sorcières dans la forêt avec leurs potions et leurs pierres, là. Et alors là, c'est vraiment... Et les hommes sont le rationnel, et non, là, les hommes sont l'irrationnel. Et je trouve ça cool aussi. Grave. En plus, vraiment, elle rentre dans le cliché pour moi des 3 pauvres mecs du père unsuccessful, pas forcément très très beau. Bon, pas forcément très très beau, je retire ce que j'ai dit. Adam Brody dedans, il y a quand même Adam Brody qui est le crush ultime, vraiment, c'est dur. Aussi. Ah bah The aussi, mais jusque maintenant quoi en fait. 4e révélation aujourd'hui. Je suis extrêmement malade, vraiment je ne contrôle pas mon débit de parole. Je pense que ça s'entend. Mais oui, donc à part Adam Brody qui sort du lot, d'ailleurs Adam Brody avec un petit eyeliner noir, c'est fou. Et c'est impressionnant. Et ouais, et puis dans la satire aussi, il y a vraiment ce côté où
l'héroïne principale étant Jennifer, elle n'est pas idiote. Oui. Mais oui, on peut complètement se dire que, en tout cas, le film est une grande caricature des teen movies traditionnels et que c'est un exercice hyper bien réussi pour le coup. Et aussi, vas-y, pardon. Et non, mais moi je veux juste citer une réplique aussi qui m'a fait hurler de rire. Ah, mais vas-y. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en parle. À ce moment-là, sur le côté caricature. Donc, à un moment, ils sont en salle de classe. Et donc, Needy dit I was there, Chastity. They didn't help anybody escape the fire. I don't even know how that rumor got started. Rumor? Rumor? It's true. It's on the Wikipedia. Je pense que c'est pour moi la réplique la plus drôle du film. Mais vraiment, j'étais en C'est fou rire. incroyable. Mais c'est vrai, en termes de description du groupe, moi j'avais noté, donc c'est Jennifer qui dit ça en parlant du chanteur, il était maigre, tordu et maléfique. On parle d'Adam Brody, je vous rappelle. Hein. Je suis pas ok. Genre vraiment, c'était beaucoup trop drôle. C'est tellement drôle. Mais moi sinon, en autre caricature de genre que j'ai trop kiffé sur ce film, c'est la caricature du film de vampire ou de monstre en général. Moi je la vois comme une vampire Jennifer. À vous de nous dire en quel... Moi, je vois ça comme un mange-mort, genre. Toi, mange-mort, ouais. Ouais, non, moi j'étais restée à démon, mais Démon, ouais, je pense qu'elle a plein de. Elle bouffe les boyaux quand même, hein. Un vampire, Mais il va pas jusque-là. Hein. Bah pour moi si, pour moi le vampire Il suce ton sang. Bah ouais mais il fait, enfin pour moi c'est vraiment il se nourrit de toi en fait. Mais ça, bon, c'est vrai, oui. Oui. il y a du coup voilà, mais du coup caricature de ce genre de film où là la morsure elle en devient politique, alors que dans les autres films du genre, enfin j'en avais noté par exemple t'avais le Nosferatu, bon de Murnau, c'est un vieux mec allemand, c'est très très vieux, mais Oui, il y a un Nosferatu plus récent que je n'ai pas vu, donc du coup Ah, je l'ai vu moi. et où tu vois pour moi c'était plus un C'est truc de une- possession et tout, enfin Oui, c'est une reprise assez littérale du Nosferatu. c'est ça, où t'as vraiment genre le côté du désir qui est central, où t'as une obsession comme ça qui se développe, ou sinon je me disais Interview avec un vampire, tu sais le film avec Tom Cruise et Oui, Brad Pitt. Entretien avec un vampire, oui. En gros, eux, c'est plus mener une vie de dandy éternelle. Oui. Et où, du coup, bah là, devenir vampire, ça correspond à ça. Alors que là, avec Jennifer's Body, c'est vraiment buter les mecs qui l'ont violée, quoi. Ouais. Et où, du coup, ça fait que, après, elle les transforme pas en vampires. Enfin, c'est pas Mais- buter exactement les mecs qui l'ont violé, Oui, c'est les buter manger. tous les hommes blancs qui pourraient être. Pourraient être violents, oui, pardon, ouais. Et d'ailleurs, en fait, ça m'a aussi fait penser au premier épisode qu'on avait fait sur le Rape and Revenge. Oui. Et en fait, c'est pendant une grande partie du film, on a l'impression qu'elle s'est faite violer. Et Oui. pas qu'elle. Enfin, on apprend plus tard en fait qu'elle s'est fait sacrifier par le groupe de rock. Mais donc, t'as vraiment ce sentiment-là de Rape and Revenge. Donc, littéralement, elle s'est fait violer, puis elle se venge. Sauf que là, en fait, ça devient carrément un Kill and Revenge. Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement stylé de pousser encore plus au bout le type de... Enfin, ce type de récit et d'en faire vraiment un slasher movie à part entière. Enfin, je trouve que c'est vraiment au confluent de plein de genres d'horreur. Enfin, un peu, voilà, donc le slasher movie, le film de monstre, le Rape and Revenge, enfin, ça arrive à être... global. Et hyper complexe. Enfin, moi, ce que j'ai adoré avec ce film aussi, c'est que... Mais je pense que c'est quand la caricature est bien faite, du coup, t'as tellement de niveaux de références qui sont défaites en même temps, mais qui sont quand même citées, que du coup, je trouve que en termes d'analyse, ça donne une matière qui est hyper, hyper dense. Et aussi, je voulais revenir sur la scène du sacrifice. Jennifer raconte à la fin cette scène dans la forêt où elle allait se faire sacrifier par le groupe, et où j'ai noté la réplique donc de Adam Brody, le chanteur du groupe, qui lui dit Do you know how hard it is to make it as an indie band these days? alors qu'elle est littéralement attachée à un rocher, à 2 doigts de se faire poignarder par des mecs dans une forêt, et où t'es genre... Non, mais ils sont vraiment complètement self-absorbed, Oui. genre vraiment un but de leur égocentré, personne, égocentré. Genre, il lui dit ça, et après, on sent qu'il a du mal à passer à l'acte, parce qu'il doit la poignarder, genre, pour qu'elle meure et tout. Pas le chanteur. Le chanteur, il a aucune difficulté à passer à l'acte. Non, mais tu sens que, mais genre, Les non, autres, mais oui. ils ont un peu du mal. En tout cas, il y a un moment où il y a un micro-flottement par rapport au moment où ils doivent passer à l'acte, et ils passent à l'acte. Oui, il commence à chanter. Et ils commencent à chanter leur chanson, et c'est vraiment genre un moment d'égo trip, de genre il lui dit ça en mode genre en fait non, notre vie elle est super difficile, donc arrête de te plaindre et arrête de gémir, hein, s'il te plaît, en fait, c'est un honneur qu'on te fait. Et après du coup ils sont un peu en mode couille molle, et là d'un coup ils se mettent à chanter en mode chorale sataniste, tu sais, et là c'est la fin, ils sont en mode ah, et ils commencent à la poignarder sans vergogne. Mais c'est quoi la chanson Et qu'ils chantent déjà? leur chanson,
je crois. Non, c'est pas, je sais plus. C'est une chanson, moi ça m'a fait mourir de rire justement Je la sais chanson plus, After ouais. Sweeties, je sais plus ce que c'est. C'est une chanson, mais où ils disent un nom de. Mais c'est pas le nom de. Il y a pas le nom de Jennifer dedans. Ah si, Jennifer, il dit genre d'un truc de Jennifer. Ouais, mais un truc très pop rock en Mais fait. c'est pas genre années les 2000, Beatles ou quoi, non? Non, je pense pas. Non. Beatles, c'est pas très Jennifer, je crois. Pas très Jennifer, Ils c'est sont plutôt plus Michel. Ils sont plus Michel. Plus Michel, ma belle. Ouais, mais ouais, et ça vraiment, méga bon détournement, enfin juste, c'est rire de l'horreur la plus absolue, quoi. Oui, et ce que j'ai trouvé fou, c'est que... Et c'est là, quand même, où je comprends pas quand même que les gens, ils aient pas compris le côté dénonciation, parce que même au moment où elle est enfermée dans le camion avec eux, Ouais. en fait, ils disent explicitement, genre, on déteste les femmes... Enfin, ils veulent clairement faire explicitement du mal à Jennifer et genre je comprends pas que les gens ils aient pas vu Mais je pense qu'ils écoutent le pas. sous-texte Je quoi. pense que c'est des paroles qui sont tellement normalisées que du coup c'est pas choquant. Mais alors qu'ils disent vraiment I hate women. Oui. Vraiment Mais aussi- littéralement. Et Dans aussi la- ils sont pas moches. Enfin, en fait, souvent, pour que les méchants soient identifiés, ils sont moches. Ouais. Et là, ils le sont pas. Donc, Là, du ils coup. sont- ils ont... Alors là, pour le coup, je suis assez d'accord et tu me tends une perche. Donc je la prends. Allez, vas-y. Mais souvent, pour que les méchants soient identifiés, malheureusement, on fait appel à des biais racistes. Donc c'est souvent des personnes issues des minorités. Donc souvent des personnes... Enfin, des hommes racisés, noirs, arabes ou d'autres minorités. Les latinos, beaucoup dans les films américains aussi. Et donc on a plus de facilité à faire passer des bad persons qui sont en fait des personnes des minorités. Là, ils sont à contre-courant, ils sont plutôt beaux, même si la définition de beau elle est subjective, mais on va dire qu'Adam Brody n'a jamais été quelqu'un qui était perçu par le par le public comme quelqu'un de moche, quoi. Ils sont de la ville, ils restent relativement jeunes, c'est le ils groupe sont de rock. blancs. Il y a un truc où elle n'a pas à se méfier d'eux, ça pourrait être son copain de lycée, tu vois. Enfin là, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, Lou, c'est sur le côté, genre, les gens comprennent pas, ils ont dit genre, ils disent littéralement I hate women. Ouais, mais en fait, la réalité, c'est qu'on a atteint aujourd'hui en 2025 une forme de misogynie où c'est complètement décomplexé. T'as des Jordan Peterson, t'as des Andrew Tate qui te disent ça, mais à longueur de journée. Et là, je prends des gros symboles masculins, mais en fait, avant d'en arriver là, il y a plein d'autres symboles à leur échelle locale. Et en fait, je pense que en réalité, ça n'a jamais choqué personne, parce que tu le disais aussi, Jude, c'est parce qu'en fait, il y a plein de gens qui le pensent en loose day, et que genre faire du mal à une femme, ah non mais en société, genre, ah non mais jamais moi je pourrais gifler une femme, jamais moi je pourrais faire du mal à une femme, mais en fait en réalité Oui, leur trois fantasme, quarts des mecs, et là on peut autour de ça. exactement, on peut même reboucler, d'ailleurs on peut reboucler avec Promising Young Woman avec Adam Brody qui joue le nice guy qui finit par C'est pas Adam Brody. c'est Adam Brody. Non. Si Non. le nice guy dans la boîte de nuit c'est Adam Brody. Ah, dans oui. la boîte de nuit, pardon, oui, Le excuse-moi. nice guy dans la Ouais. boîte de nuit, c'est Adam Brody aussi. Et typiquement, Pauvre, je pense que Miskin Adam Brody en fait. Ah, tout le monde est en mode Nobody Wants This, Seth Cohen dans The aussi. En fait, il a aussi joué des gros connards. Oui. D'où la palette ouf de cet acteur. Je meurs. J'ai vraiment fait un C'est son mouvement. Colin Firth à elle. J'ai vraiment fait un mouvement de cheveux si vous voulez le savoir. Non mais ça pour dire que voilà, en fait typiquement ce genre de personnage qui a l'air attachant, plutôt beau, on les caste aussi bien pour des good guys que pour des connards qui en fait sont des agneaux déguisés, enfin des loups déguisés en agneaux quoi. Et du coup, comme dans Promising Young Woman, c'est une dénonciation de not all guy, not all men, de dire que en fait tous les hommes sont de potentiels violeurs, et donc encore plus intéressant en effet de prendre des agneaux, des loups déguisés en agneaux. Et du coup, je voulais revenir sur chacun des personnages qu'elle va manger. Oui. Parce que moi, ça m'a... À chaque scène, j'étais en mode, mais c'est pas possible d'être à ce point gouverné par ses pulsions. Donc, Ah ouais. le premier qu'elle tue, c'est le quarterback de l'équipe qui vient de perdre son meilleur ami. Oui. Et donc, le gars est en deuil immédiat. Mais son meilleur ami, avec qui elle était censée sortir aussi. En plus. Oui. En plus. Donc, le mec est en deuil. Son meilleur ami est mort. Il a canné il y a 2 heures. Hein. Enfin, vraiment, en termes de deuil, c'est un deuil, quoi. Et donc là, lui, il est tellement gouverné par son appétit sexuel qu'il est en mode Jennifer me propose d'aller dans les bois pour coucher ensemble. On est sur une proposition qui a à nouveau duré 2 minutes aussi. Hein. Et bah let's go. Ouais. Vraiment. Il lui a suffi d'une phrase pour convaincre ce gars d'aller faire ça. Le mec est tellement éloigné de ses émotions
qu'il n'est pas capable de la repousser, quoi. De la repousser, d'être... Enfin, et de mettre ça... Enfin, il devrait être triste, en fait, juste. Il devrait pas être dans un moment où il a envie de coucher avec quelqu'un. Et où, en plus, c'est trop drôle parce qu'elle le la meuf convainc... de son meilleur pote, quoi. Enfin, c'est ça, elle le convainc justement en disant, je sais plus comment s'appelle le mec qui est mort, désolé pour lui, mais son âme. On l'appellera le mec qui est mort dans le bar, voilà. Et en gros, donc ce mec-là, elle dit au quarterback, c'est ce qu'il aurait voulu. Qu'on couche ensemble. Ouais. Enfin, elle dit pas qu'on couche ensemble, mais genre qu'on se rapproche et tout. On était proches, lui et moi, toi aussi. Il aurait voulu qu'on soit proches, nous deux également. J'ai trouvé que cette scène, elle était pas forcément aussi con. Oui, le mec détaché de ses émotions. Ah non, mais c'est pas du tout si con. Mais non, mais en fait, c'est ça. Genre, il est en deuil, il est sous l'état de choc, et elle lui dit ce qu'il a besoin d'entendre pour avoir l'impression d'être proche de son meilleur ami. Bien sûr. Mais c'est là où on voit. Pour moi, il y avait un peu un chant des sirènes, quoi. Tu vois, il y avait un espèce de chant des sirènes. À nouveau une créature monstrueuse. Une créature un peu irréelle, monstrueuse, mais qui joue de sa beauté et tout. Et pour moi, là-dedans, il y avait une critique pure et dure de comment les hommes dépeignent les femmes. Genre, elles utilisent de leur beauté pour nous piéger. En fait, c'est des êtres maléfiques. Je sais plus c'est quelle phrase qui disait que les femmes sont perfides, viles, machin. Mais ça faisait vachement écho à ça. Et j'étais là genre, putain, mais c'est du génie, en fait. Parce que clairement, elle la met dans cette posture-là. Elle critique ça, alors que en fait les mecs sont aussi, disclaimer, les mecs ont un cerveau qui fonctionne aussi bien que celui des femmes a priori, donc ils peuvent l'utiliser à full potentiel s'ils en ont envie. Donc... Mais ce n'est pas le deuxième exemple qui viendrait nous prouver cela, parce que donc le deuxième exemple c'est Colin, donc c'est tout l'inverse du quarterback. C'est le vraiment, emo guy. C'est le emo guy, c'est vraiment tu te dis autant le quarterback ça doit être le mec le plus populaire un peu de l'école, autant l'autre c'est le emo qui aime la littérature et qui est en cours d'écriture et qui est pote avec les nerds et qui s'habille comme Avril Lavigne. Tokyo Hotel. Comme chanteur de Green Day. Tokyo Hotel. Ah oui. Quand je l'ai vu à l'écran, j'étais en mode mais Green Day, mais sors de ce corps. Ça vous a pas fait cringe si. Le petit piercing sur la lèvre? Ah là là. Ah là. J'y ai pensé, je me suis dit oh non, elle va devoir embrasser genre. Alors moi j'avais le goût du métal. Ouais, pareil. Moi j'avais un certain attachement à ce personnage que je trouvais un peu mime. C'est toujours des personnages que je trouve un peu mime. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à draguer Jennifer et j'étais en mode déjà out of your league. Désolée mais vraiment. Calme-toi. De deux, vous n'avez rien en commun. Il lui a jamais parlé alors qu'il parle tout le temps avec Needy. Il lui a jamais parlé, ils ont absolument rien en commun et tu te dis pourquoi il veut sortir avec elle. Il n'y a rien de tangible à part que Jennifer est la bombe de l'école. Ouais. Donc vraiment, finalement, le mec au début apparaît comme un mec un peu cultivé, un peu intelligent. In fine, comme tous les autres, il est seulement gouverné par ses pulsions et son appétit sexuel. Donc, comme on racontait au début, elle va l'emmener dans une maison super abandonnée. Au milieu d'une zone industrielle. Elle a pas fait l'effort, elle s'est dit imogai, et le mec est en mode genre j'aime tout ce qui est mort, un peu machin. Elle lui a vraiment fait semblant, hein, parce non, que mais il fait semblant. Face à 3 souris, il panique. Hein. Parce que je peux te dire que ça a couru vite, mais non, pas du coup, parce qu'il s'est fait défoncer la gueule, mais non, mais elle a même pas eu besoin d'essayer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le rendez-vous dans une grange abandonnée où quand il rentre, il y a pas de lumière, elle le fait monter et puis elle lui met 2-3 bougies dans une pièce miteuse. On lui demande, mais c'est pas chez toi. Ouais, c'est ça. Et genre, voilà. Bien joué. On est sur ce level de courage, genre vraiment, c'était terrible. You made it. What's going on? This isn't really your house, is it? No, baby. This is our house. Just for you and me. You can play mommy and daddy. À chaque marche qui montait, j'étais en mode, mais fais demi-tour. Tu vois bien que la situation est dangereuse. Genre, il y a plein de moments où même quand elle lui parle, où tu es en mode, c'est dangereux. Genre, ça se voit. Et en fait, ce que je trouve intéressant à tout moment de ce film, c'est à quel point l'apparente innocence et le sex appeal de Jennifer en font une arme vengeresse absolue et un outil pour en fait se venger des hommes qui est vraiment phénoménal. Personne n'a peur d'elle alors qu'elle est terrifiante. Et aussi, il y a le fait que... et non cheap, car la bouse.
Cet épisode va être pépite. Mais où en gros, pour moi l'autre truc aussi c'est que les hommes ne sont pas habitués à avoir peur des femmes. Moi c'est sûr qu'un homme m'invite dans une zone industrielle, dans une maison avec des planches sur la porte, il n'y a pas de lumière quand je rentre, j'y vais pas quoi. Alors que eux, je pense que jamais ça ne leur est traversé l'esprit. Parce que quand ils rentrent chez eux après une soirée, ils ont pas peur, tu vois, alors que nous oui. Et on vit avec cette peur permanente, cette hypervigilance, etc. que eux n'ont pas. Donc à partir de là, il y a juste le rapport de force où en l'occurrence Colin fait à peu près la même taille que Jennifer, mais il a forcément une force supérieure car genre voilà. Mais le quarterback, genre pareil, tu vois, enfin lui pour le coup c'est un peu un buffle face à elle, mais il tente même pas de la repousser quand il sent que ça prend une tournure genre pas ouf, il est en mode genre, oh whatever, ça se trouve elle a un peu des kinks, tu vois. No king shaming. no king shaming. Mais genre oui, il y a pas manger les gens gens c'est quand même un peu ouais, alors si vous avez des tendances cannibalisme, on se désolidarise de cette chose. Mais non, on sent qu'ils réfléchissent pas beaucoup. Après, c'est caricatural, ça veut pas dire que... Oui, ça se passe vraiment comme ça. Ça se passe vraiment tout le temps comme ça, mais en tout cas, ouais, il y a un moment où ça questionne le rapport homme-femme sexualité, et à se dire, typiquement, je pense que... Est-ce qu'on part directement sur le troisième... Chip sur Chip pour terminer et après on s'alfonce. Voilà, Chip du coup la bouse qui est du coup à la base le petit ami de Needy, la meilleure amie de Jennifer, qui a vraiment pas grand chose pour lui, no offense, mais offense vraiment genre la bouse, et qui apparaît vraiment pendant les 3/4 du film comme vraiment amoureux d'elle, bien qu'il le montre très mal comme on l'a dit dans la scène enfin voilà, mais bon, il apparaît vraiment comme amoureux d'elle, ils font leur première fois ensemble. Oui, il est vraiment... Enfin, c'est vraiment le boyfriend matériel sur papier. Il critique Jennifer, en plus, il est clairement jaloux de la relation que les deux entretiennent. Après, c'est bien qu'ils soient un peu conscients, tu vois, que... En fait... Sa meuf est peut-être amoureuse de Jennifer plutôt que de lui, tu vois. Lane is not a club, it's a bar. In fact, it's not even a bar, it's like a bingo hall with taps. Eat my ass, Chip. You're just jello because you're not invited. Jello? That place is disgusting. Everyone in there has a mustache. You're totally jello. You're lime green jello and you can't even admit it to yourself. Stop kidnapping my girlfriend. Oui, en gros, il y a une dynamique particulière entre Jennifer et Needy, on l'a un peu dit, où en fait elles sont très copines, mais il y a pas même en fait, on comprend assez vite qu'elles se désirent l'une l'autre, mais qu'elles ne se l'avouent pas. Et on va le développer plus tard, mais du coup, il faut imaginer ce que c'est que d'être le copain de la meuf un peu nerd du duo, quoi. Et qui, en fait, lui, est complètement gaga de sa copine, et qui voit une espèce de bombe qui est la meilleure amie de sa copine, et avec laquelle il y a une ambiguïté entre toutes les deux, quoi. Sa copine étant quand même Amanda Seyfried. Oui. On le rappelle, qui est... bombe qui est une bombe, alors mais que vraiment des lunettes dans le film. Et du coup elle est pas belle. Ça c'est le code des années 2000, tu portes des lunettes, t'es pas belle. Ils ont vraiment pas fait d'efforts, hein. Ils lui ont mis les cheveux graves bizarres là, pas tous écos, les lunettes carrées horribles qui vont à personne sauf à Bella Hadid, et il met vraiment tout le temps des sweats ou des trucs qui ont des couleurs genre bleu et vert, tu vois. Mais parce que mais de toute manière elle le dit pendant le film, Needy dit je ne peux pas être plus belle que Jennifer. Donc oui, elle le dit, mais il y a un effort entre vouloir être plus belle que Megan Fox et faire un effort pour pas être un sac, quoi. Oui, mais c'est moi ce que j'ai compris dans parce que tu sais c'est au moment où elle met une robe pour rejoindre Jennifer au bar. Oui, elle est au summum, et elle a pas le droit d'être... Enfin, Jennifer ne lui laisse pas le droit d'être plus belle qu'elle. Donc du coup, je pense que t'as aussi un truc de conservation de l'équilibre et tout. Mais par exemple, les décolletés, c'est que pour Jennifer. Ouais, c'est ça. Mais elle a le droit aux jupes plus courtes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, elles ont des codes entre elles pour tu vois, chacune a son territoire un petit peu entre guillemets de ce qu'elles peuvent porter pour ne pas voler le spotlight à l'autre, ce qui est déjà très bizarre en soi en termes de dynamique, hein, mais on le voit très vite. Mais Chip. Mais du coup, Chip, qui est fou amoureux, comme on vient de le dire, de Needy. Et qui, un jour après avoir rompu avec Needy, non, après que Needy est rompu avec lui. Pour le protéger, hein. Pour le protéger, et dont il dit quoi, tu veux pas aller au bal avec moi, etc. Il retrouve une Jennifer franchement maladive, qui a franchement la dalle. Et qui est vraiment... Oui, parce qu'elle n'a pas mangé, donc comme le disait Lou au début, quand elle se nourrit pas, elle veut manger, et elle est du coup très livide, elle a les cheveux qui sont cassants, elle-même elle le dit, enfin elle est pas belle, quoi. Elle dit un truc incroyable. C'est exceptionnel. Non, c'est Needy qui dit ça, je pense. Non, c'est elle
qui dit I feel like one of the normal girls. Ah ouais, oui. exactement. Non, c'est un moment, Needy dit oui, bah là, elle a l'air fatiguée. Jennifer, elle est pas très belle. Enfin, pas très belle selon les standards de Jennifer. Et genre, quand même, enfin voilà quoi. Ouais, en gros, t'es fraîche quand même, quoi. Ouais, mais Oui, c'est God, I feel like one of the normal girls. ouais. Et donc, du coup, elle est là. Elle a rien à perdre. Elle s'en fout. Et là, du coup, on la retrouve quand même dans pas son prime entre guillemets. En tout cas, il y a un vrai effet visuel sur le make-up et sur les cheveux et sur l'effort vestimentaire pour montrer qu'elle est beaucoup moins. Qu'elle est un peu malade, quoi. Ouais, qu'elle est malade en fait. Et en 2 secondes, elle va pécho. Chip, la bouse. Mais oui. En 1 seconde, il lui a suffi d'une phrase pour que le mec se dise mais oui, c'est une excellente idée de pécho la meilleure amie de mon ex d'il y a 2 heures, et sachant qu'en plus Needy l'avait mis en garde lui en premier contre Jennifer en disant écoute, il s'est passé un truc le soir du concert, elle est plus pareille. Elle a essayé de l'embarquer avec lui dans ses recherches ésotériques en mode je pense que c'est une créature démoniaque et qu'il a dû se passer ça parce qu'elle était pas vierge et tout. Je comprends qu'il il l'a pas suivi, mais au moins, enfin tu vois, il aurait pu un peu garder en tête le fait que sa copine dont il était fou amoureux et qui généralement jusqu'ici est quand même très rationnelle, se dire alors pour qu'elle aille tomber dans des délires pas possibles sur sa meilleure amie qu'elle connaît mieux que personne, c'est que la meuf doit être vraiment jetée, elle a dû faire ou elle a dû dire quelque chose d'extrêmement anormal. Et puis, lui, pas du tout. Non, et puis aussi, il y a le fait qu'il a passé le film à critiquer Jennifer. Parce qu'il est amoureux d'elle. Genre, franchement... Non, je pense pas. Non, mais parce qu'en fait, je pense qu'il la désire au fond. Non, mais je pense pas. Je pensais pas du tout qu'au fond, il y a un truc de refoulement. Non, je pense que juste... c'est l'occasion. Voilà, mais du coup... l'occasion qui fait le larron. Mais non, mais s'il la désire par un minimum, occasion ou pas occasion, il y va pas, non? Non, mais c'est un truc, en fait, c'est pas un désir. En gros, si tu veux, pour moi, c'est pas un désir qui réfléchit. Enfin, c'est ce que Lou dit depuis tout à l'heure, ça sur les pulsions, etc. C'est le côté où Chip, dans son lit, il pense pas à Jennifer en mode oh là là, je rêve d'apprendre à la connaître. Non, mais objectivement, il sait que c'est une bombasse et il l'a quand même. Il se dit, il y a un coin dans sa tête où il se dit potentiellement, Inch'Allah, ou un jour, non, je pense qu'il y pense même pas. Pour moi, c'est juste genre là, il se dit attends, mais je peux, bah vas-y, let's go. Sur le coup. Et la théorie des wagons, on n'oublie pas la théorie des wagons. Ouais. En fait, on a une théorie des wagons, c'est que les hommes font wagon par wagon. Ils voient pas le train tout en entier, et du coup, ils ont besoin de finir le premier wagon, et ensuite ils peuvent rattacher le deuxième. Et donc là, il avait besoin de finir sa relation avec Needy pour ensuite voir la potentielle relation avec Jennifer. Et ce qui est quand même fou, c'est que Chip et Jennifer, donc quand elle le chope, elle lui dit « Say I'm better than Needy ». Elle lui dit littéralement « Est-ce que tu peux me dire que je suis meilleure que Needy ?» Donc, on comprend bien qu'elle le chope pas pour les bonnes raisons et que potentiellement tout ce que dit Needy depuis le début, à savoir qu'elle est dangereuse et qu'elle essaye parce que c'est un démon de tuer le copain de sa meilleure amie, on comprend que tout ça peut s'avérer vrai. Mais lui, il décide de la suivre dans une piscine désaffectée. Oui. Et là, tu te dis, mais mon gars, tu mérites de mourir. Il a cherché de mourir. Il avait qu'à pas sortir seul tard le soir dans une piscine désaffectée en fait. Enfin, voilà. Habillé comme il était, en plus. Franchement, en tenue de gala. En tenue de gala. Non mais. C'est marrant d'être de l'autre côté quand même. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il est trop kiffant ce film. Et du coup, je voulais rebondir sur le bal de fin d'année où moi j'ai adoré la tenue de Needy. J'ai trouvé que c'était la Belle au bois dormant quand elle est en rose, vous savez, dans la Belle au bois dormant littéralement. Ils lui ont fait une espèce de cheveux années 80 là où en fait quand elle se met à courir et à arriver dans la piscine, il y a un côté un peu chevaleresque. Non mais tu sais, moi ça m'a fait penser justement au dessin animé Réponse, un peu les princesses qui reprennent le dessus et qui sont plus dans l'attente et qui sont plus dans l'expectative et qui en fait vont devenir les personnages principaux de leur propre vie. Et il y a un peu ce côté là où elle arrive un peu dégueu, pleine de ronces, etc. dans sa robe et où elle apparaît vraiment comme une princesse en pleine puissance. Enfin, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez cool et ça m'a elle fait aussi penser à Princess Peach de Mario, sauf qu'elle est pas là en train d'attendre dans sa tour d'ivoire, elle est là vraiment en train de se dire mais en fait c'est moi qui casse la vitre et c'est moi qui vais aller te sauver mon grand. Et j'ai trouvé ça cool. Oui, c'est vrai que je suis d'accord, trop bien, même si il ne le mérite pas. Sachant que non, par contre, d'ailleurs il meurt. il meurt et il mérite. Oh non, t'as vu ça? C'est un personnage de fiction, on a le droit. On a le droit, ok. Nouvelle règle. Nouvelle règle.
J'adore. Du coup, oui, moi sur Chip, je voulais aborder la scène de sexe qu'il a avec Needy et le parallèle qu'il y a avec Jennifer et Colin, il me semble. Oui. Enfin, c'est des scènes qui sont alternées. Oui. Où en fait, en gros, du coup, il y a d'un côté donc la scène de sexe entre Needy et Chip, dont on a précédemment parlé, où en fait, de base, ça paraît bienveillant, et où en fait, au fur et à mesure de cette scène, Needy a des flashs en fait de scènes traumatisantes qu'elle a vues. Non, elle voit dans les yeux de Jennifer. Ouais. Tu sais, il y a ce truc où elles sont un peu connectées. Et donc en fait, elle. Ah, c'est ça, elle voit comme Colin la scène, qui se oui, fait. Oui. Exactement, comme la scène de la piscine où elle sait où est Chip. Parce que en fait, elle ressent. voit à travers. Elle ressent Jennifer en fait, ce qui est très intéressant sur leur relation. Ah, bah oui, elle, complètement. bien sûr. Complètement. Mais donc, c'est ça ce qui se passe. C'est pour ça qu'elle prend vraiment autant de plaisir dans la scène où ils sont en train de coucher ensemble. Moi, mais elle prend pas du tout du plaisir, elle est en train de au début et après, ça switch à un moment de la scène. Au début, quand elle voit Jennifer, il y a un truc, et après, quand elle voit. Ah, je m'en souviens pas, je t'avoue. Pour moi, il y a un début à la scène où ils sont en mode love to love, lovebird, first time, tout ça. Ouais. Et quand elle commence à voir un peu Jennifer, elle commence à climax, et après, elle voit ce qui se passe vraiment côté Jennifer, où elle le ressent, mais il y a un moment, et là, ça brille. Et lui, il est complètement déconnecté. Et lui, il a l'impression de gérer ça comme personne. Ouais, parce que comme du coup, c'est pendant une scène de pénétration où en fait, il la regarde pas. Oui. Et donc en fait, ils sont complètement déconnectés l'un de l'autre. Et lui, il a l'impression de faire du très bon travail. Ouais, parce qu'elle crie, parce que du coup, elle est terrifiée par les images en fait, qu'elle voit de massacre de Jennifer. Mais voilà, en fait, elle est en train de faire une crise d'angoisse. C'est lunaire. Et où du coup, enfin, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans dans ce parallèle, je trouvais que du coup, que Jennifer et Needy dans cette scène-là, elles ne faisaient qu'une, quoi. Enfin, il y avait vraiment le côté de miroir absolu, de même souffrance mêlée à du désir, du coup, parce que d'un côté, il y a Jennifer qui veut tuer Colin et qui veut le manger, Needy qui est qui est carrément terrifiée par ça, mais qui en même temps, comme t'as dit Cam, a vu Jennifer au début et du coup a du désir et tout qui commence par ça. Et juste aussi, le fait que ces deux scènes soient un miroir d'horreur similaire entre un meurtre et un viol, quoi. Et je trouve que je suis d'accord avec toi, et je trouve que l'autre parallèle qui est intéressant, et moi j'ai compris en fait la jalousie que Jennifer avait envers Needy pendant cette scène, parce que Jennifer, je pense que depuis très longtemps, elle est objectifiée par le regard des hommes, et elle est tout de suite considérée comme une salope en fait, littéralement. Et donc, même dans tout le monde est choqué du fait qu'elle soit vierge, mais vierge étant entendu qu'elle n'ait jamais été pénétrée, en fait c'est ça, par un homme. Par voie vaginale aussi, parce que on dit au début du film dans le bar, scène très drôle, qu'en gros elle avait pratiqué la sodomie avec le premier mec qui est mort. Pour toi, elle est morte. En fait, avec le sac congelé de petits pois qu'elle a dû mettre sur son sein. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et en fait, pour moi, elle en joue, et ce qui fait qu'elle n'est pas vierge, c'est boyfriend, girlfriend. Oui, avec Needy. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Et donc, c'est ça qui fait qu'elle est pas vierge. Parce qu'en gros, elle avait des rapports sexuels, en fait, avec sa meilleure amie, en faisant semblant de jouer girlfriend, boyfriend. Et c'est ça qui fait qu'elle est pas vierge. Ce qui est absolument brillant dans le retournement queer du film. C'est vrai. Mais du coup, là où j'ai compris la jalousie de Jennifer, c'est que elle n'a jamais eu le droit à une adolescence normale, parce que, en fait, elle est objectifiée par les hommes, parce que c'est une bombasse, et que donc, elle est considérée comme une salope dans le regard des hommes. Là où Needy, elle est considérée comme moins belle, parce que vraiment, voilà. Et donc, elle a son petit copain, et elle a l'occasion de faire une première fois comme les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant sur aussi ce que ça pouvait dire de l'insécurité de Jennifer. Et puis moi je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est hyper important, mais je trouve qu'on se rend de plus en plus compte de ça, c'est que dès qu'une femme est considérée comme belle dans les standards de la société, directement elle est catégorisée comme étant une pute ou une salope, parce que juste on peut pas, c'est pas possible dans le collectif commun masculin qu'une femme belle n'ait pas déjà été en couple ou ait déjà eu des rapports sexuels. Et quand bien même une femme aurait eu des rapports sexuels, ça ne fait pas d'elle automatiquement une personne, libre sexuellement, ou avec
des trucs comme ça. Et moi, je trouve que ce film, il met ça en exergue, en fait. C'est vraiment quand Needy, Needy entend le groupe de rock au début parler de Jennifer, et les mecs qu'on décrivait comme très misogynes dans leurs paroles, mais aussi dans leur comportement, le groupe de rock disent, et notamment le chanteur principal dit moi j'ai l'habitude des petites groupies un peu en chaleur qui se mettent en premier rang, et parce qu'elles sont dans des patelins perdus et qu'elles veulent juste coucher avec un mec d'un boys band de la ville, quoi. Et Needy entend cette discussion et elle dit au mec mais en fait elle est vierge, donc tu vas pas t'amuser avec elle, quoi. Et c'est là où ils se disent mais c'est super, on a vraiment besoin de sacrifier Jennifer parce que ça tombe bien. Mais du coup oui, il y a vraiment ce truc de si elle est bonne et qu'elle s'habille de manière un peu cool, un peu courte, un peu provocatrice entre guillemets à leurs yeux, je dis à leurs yeux parce que c'est pas ce que je pense, direct elle est mise dans la catégorie fille hyper sexualisée et surtout fille facile, quoi. Du coup, leur amitié ou amour? Tu gardes pas ça. C'était vraiment pour relancer. Ça fait vraiment... Pour ma première question, c'est pas tant amitié ou amour, c'est plus est-ce vraiment de l'amour aussi déjà? Parce que y a un côté où c'est une relation que je trouve qui est très déséquilibrée, où c'est sûr qu'il y a beaucoup de jalousie du côté de Jennifer, mais beaucoup d'admiration du côté de Needy, et donc du coup ça fait que en termes de rapport c'est toxique et malsain. Ouais, très toxique et malsain, ouais. You know, Needy, maybe you should talk to somebody about these disturbing thoughts that you're having. We're all really concerned. Especially Chip. I think he may be having second thoughts about you. Leave. Come on, Needy, let me stay the night. We can play boyfriend-girlfriend like we used to. Attention, je fais un compliment sur Chip. Le seul truc positif que je trouvais de sa part, c'était pas dans la manière dont il le faisait, mais sur le fait de parfois dire à Needy, Jennifer, c'est pas le centre de, c'est le centre de ton monde et tout, alors que après lui, sous-entendu, ça pourrait être moi, mais elle pourrait comprendre aussi de ça, tu pourrais être le personnage principal de ta vie, quoi. Ce qui là n'est pas le cas. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on est sur de l'amour. Mais toxique, quoi. Ouais, c'est ce que tu vois, on est sur une forme d'amour, pour moi elles se sont construites ensemble, donc ça match une certaine définition de l'amour où tu grandis, tu te construis ensemble, tu t'acceptes. On sait pas quel est le passif qu'elles ont pu avoir, les épreuves qu'elles ont pu traverser, mais on comprend qu'il y a quand même quelque chose de très solide, très ancré, où elles ont toujours été là l'une pour l'autre, et d'où le fait que la rupture de cette amitié / amour la fasse vriller Needy aussi, au point de finir dans un asile, quoi. C'est quand même pas rien. Mais pour moi on reste dans de l'amour. En revanche c'est de l'amour d'ado, d'enfant, tu vois, genre c'est des trucs où de sœurs, elles se construisent sous plein de pans différents, mais mutuellement, et juste c'est hyper toxique parce qu'elles ne savent pas vivre l'une sans l'autre, littéralement. C'est pour ça qu'on a une Jennifer qui est obsédée par Needy alors qu'elle peut avoir tout le monde autour d'elle, que tout le monde passe son temps à l'acclamer parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est populaire, sauf Needy qui la rappelle à la réalité dans leur fight à la piscine où elle lui dit incroyable, mais en fait j'ai tout noté. Moi aussi. T'es pas populaire depuis l'année 2018, enfin l'année dernière ou je sais pas quoi. Elle sait cette vérité-là, mais elle l'en préserve. Et elle continue à la conforter dans son espèce de rôle de Miss Populaire, Miss Jolie, machin et tout. Et à côté de ça, Needy qui est complètement... Alors qu'elle c'est un cerveau sur pattes, elle a un copain qui l'aime, elle a des gens... Elle a un Colin qui, pareil, est intéressé par elle parce que on sent que c'est quelqu'un qui a une aura, une personnalité et tout. Au-delà du... Puis elle est hyper chou aussi. Voilà, au-delà d'avoir une personnalité trop mignonne et tout. Et en fait, elle est obsédée par Jennifer qui est à la fois son némésis, mais son âme sœur, quoi. Enfin, c'est très passionnel leur relation pour moi. Littéralement aussi son surnom, son surnom, tout est dit, ouais, c'est genre avoir besoin d'eux globalement, c'est terrible. Et où je sais pas si j'imagine que ce surnom est donné par Jennifer d'ailleurs. J'aurais du mal à croire qu'il soit donné par quelqu'un d'autre. Je sais pas d'où vient le surnom. Mais c'est vrai qu'elle la critique tout le temps, et genre moi ce qui m'a choquée c'est vraiment dire devant elle qu'elle a du désir pour son mec. Oui. Mais genre à de multiples reprises, et j'étais vraiment tout va bien dans cette relation, vraiment c'est tellement malsain. Ouais, mais comme il y a un truc malsain de se dire genre elles se désirent mutuellement et en même temps avoir le même objet de désir tiers. Bah oui, ça les rapproche, quoi. Oui. C'est juste l'objet de transaction, c'est l'objet transactionnel, transitionnel. Pour moi, Jennifer, elle est pas vraiment attirée par Chip, mais elle est attirée par la relation que Chip a avec Needy, tu vois. Pour moi, elle est attirée par Needy. Oui, mais donc du coup par extension par mais Chip. D'ailleurs, elle le dit avant
avant que ça se concrétise vraiment à la scène de la piscine, quand elle revient directement, après avoir été sacrifiée par le groupe, elle revient directement chez Needy et elle lui dit « I found my way back to you ». En fait, c'est la seule personne dans qui elle a confiance et c'est la seule personne qu'elle aime véritablement, et d'ailleurs, elle est affamée, et elle manque de la manger, et elle ne la mange pas. Parce que en fait, elle n'éprouve pas seulement du désir à son égard, mais elle l'aime profondément, et ça l'empêche de la manger. Mais entre éprouver des sentiments d'amour et de désir très profonds et la manière dont il s'exprime, c'est-à-dire cette emprise, cette admiration, et de l'autre côté, c'est cette critique perpétuelle, enfin c'est vraiment une relation extrêmement déséquilibrée, et c'est pas du tout une bonne manière de montrer son amour, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va avec un amour assez adolescent aussi. Oui, c'est aussi peut-être d'homophobie internalisée, hein. Enfin, au bout d'un moment, je me dis... le contexte, en tout cas, dans lequel le film est sorti, oui, effectivement, c'était pas la période la plus ouverte. Enfin, je sais pas, genre, le côté aussi de... moi, je trouve que c'est tellement du rejet et en même temps de l'obsession, et... Enfin, il y a un côté où on dirait qu'elles ne peuvent pas vivre juste une relation tranquille toutes les deux et qui fait leur vie, tu vois. Ça semble, dans leur monde, ça semble impossible. Mais parce qu'il faut se rappeler que c'est un film des années 2000, début 2000, presque 2010. On parle d'un patelin perdu aux États-Unis qui a l'air quand même très conservateur. On a quand même des genres très stéréotypés. Je pense qu'effectivement, si elles avaient voulu entamer ou explorer une potentielle relation entre elles, elles n'auraient pas eu l'espace pour. Et d'ailleurs, je pense qu'un bon indicateur de ça, c'est la décoration de chambre de Jennifer, qui a vraiment la décoration de chambre d'une fille complètement... genre adolescente de cette époque-là? Ouais, mais en fait, non, pas... putain, j'ai le c'est genre rose avec les groupes de rock. Oui, mais du coup, genre hétéro. Ouais. C'est ça, en fait, je cherchais le terme hétéro, pardon. Métisier. Vraiment. Métisier directement. Et la mère, quand elle voit la scène du meurtre de Jennifer par Needy, elle rentre dans le... Enfin, la mère sort toujours de Desperate Housewives, hein. Donc, en termes de comédie de droite, on peut pas faire mieux. Mais du coup, je pense que oui, effectivement, l'espace pour explorer une relation queer à ce moment-là n'était pas dispo. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, autant de tension entre les deux. Et c'est ce qui fait que ça marche. Et quand il y a cette scène du baiser qu'elles partagent entre elles... Oh là là. Ah, c'est hot. Voilà. C'est tellement hot. Enfin, le baiser, vraiment, la caméra les suit jusque qu'elles tombent sur le lit, mais genre en plan centré sur leur visage. Là, moi, j'étais en mode ouloulou. On se fait le ventilateur mutuellement. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les autres perçoivent directement, dès le début, le sous-texte, il est très très clair. Parce que c'est la première réplique, quand elle est dans le lycée, on voit Jennifer qui est une pom-pom girl, Needy qui la regarde et qui lui fait un coucou, et donc là il y a une meuf qui se penche derrière elle et qui lui fait « c'est totally lesbi gay ». Genre c'est hyper lesbien gay en gros. Et donc genre directement c'est explicité que genre leur relation elle est homosexuelle et qu'elle peut être perçue comme ça par l'extérieur en tout cas. À la différence de ce qu'on peut avoir dans Mean Girls, qui est quand même... Et pardon, est-ce que Needy nie d'ailleurs au passage à ce moment-là? Mais parce que elle, je pense qu'elle a pas en fait je pense que Needy elle a pas le luxe de paraître encore plus bizarre que ce qu'elle est dans le film, alors que je pense qu'il y a un côté où la société dans laquelle elles évoluent, t'as une fille qui ressemble à une Megan Fox qui peut être bi, parce qu'on comprend qu'elle a aussi une attirance pour les hommes. Je pense que pour elle, entre guillemets, socialement, ce serait plus facilement accepté, vu son niveau de popularité. Mais après, en référence à un Mean Girls, par exemple, où t'avais ce truc qui a inspiré d'ailleurs aussi le film. Et puis c'est l'époque où dans les séries, on avait beaucoup ce personnage un peu de la lesbienne caricaturale et qui se faisait bully, où on retrouvait des tags horribles comme Dyke écrits sur les casiers. Et en fait, les personnages de ces séries-là ressemblent vachement à Needy, c'est-à-dire que c'est la caricature de la meuf un peu genre bizarre qui a un ou une pote issue de la classe des populaires, quoi. Et qui, à la fin, dans le déroulé de l'action, finalement, il y a une relation ambiguë qui s'installe, mais en fait, parce qu'on comprend qu'il y avait quelque chose de plus. Mais souvent, l'arc narratif, il est là. Et là, je pense que c'est un peu ça, tu vois, genre totally lesbi gay, déjà, c'est hyper problématique comme terme. Complètement. Et en plus, il y a un côté où, c'est, je pense que pour démontrer... Enfin, ça a été dit à Jennifer, et qu'elle est fine avec ça, mais que Needy, on sent qu'elle est pas ok.
Pour moi, en fait, Jennifer, ce serait ok, entre guillemets, qu'elle soit bi, dans le sens où, du coup, ça lui permettrait de la sexualiser encore plus par les hommes, parce que elle serait dans un truc un peu caricatural de la lesbienne sexy qui couche avec d'autres femmes, et leur rêve, c'est de rejoindre dans un plan à trois, tu vois. Mais ce serait pas parce que elle l'assumerait, enfin, ce serait pas accepté, ouais. C'est vraiment plus parce qu'effectivement, elle remplirait encore une... Elle cocherait une case encore plus de fantasme dans l'esprit collectif, alors que là où une needy elle remplit pas ce critère-là, elle serait stigmatisée pour ça et elle ressemble de fait de plus en plus au caractère, au personnage stigmatisé pour ces raisons-là dans les séries et dans les films américains de cette époque. Ouais, je sais pas. Enfin, en effet, mais c'est juste que peut-être que Jennifer, elle a aussi une vision un peu plus exacerbée de la sexualité. Et genre, il y a beaucoup de références du coup à ce sous-texte un peu queer, et notamment, donc déjà quand elle dit God, I feel like one of the normal girl, moi je l'ai tout de suite perçu en mode je suis pas dans la norme en fait, et je suis bisexuelle, et je trouvais que c'était un des premiers moments où ça commençait à être perceptible. Évidemment après il y a tout le baiser qui s'ensuit, etc. Et puis la fin... C'est quand même exceptionnel. Où donc t'as Needy qui lui dit You only murder boys. I go both ways. Et j'ai trouvé ça très très bien que ce soit à ce point-là explicité dans le récit, mais pour moi ça allait pas forcément avec leur position dans le lycée. Est-ce qu'on n'a pas trop kiffé le film ? Ah mais c'était exceptionnel. Moi c'est le film que j'ai préféré voir de tous ceux qu'on a... qu'on a fait quoi. Moi moi je voulais qu'on fasse Jennifer's Body depuis le début. Quand on s'est dit qu'on faisait un hors-série sur Halloween, je voulais vraiment absolument qu'on fasse ce film. C'est une merveille. C'est exceptionnel. J'adore Megan Fox, j'adore Amanda Seyfried. Je pense que c'est leur meilleur rôle à ce jour. Et c'est un film qui est hyper empouvoirant, et il faut vraiment que tout le monde le voit, quoi. Et aussi, je trouve qu'il permet de comprendre ce que c'est le female gaze. Oui, c'est hyper, parce que quand j'ai écrit ça dans mes petites notes, je me suis dit, mais attends, on fait des films sur des réalisatrices depuis le début, pourquoi est-ce que ce point de vue-là ne m'a pas autant sauté aux yeux avant ? Est-ce que c'était pas là ? Évidemment que oui, c'était là, mais pas de manière aussi frontale, quoi. Enfin là, vraiment, à nouveau, la scène dans le lac, où elle sort du lac et tout, c'est si jamais vous voyez le film, ça va... Je pense que ça, vraiment, c'est perturbant. Quelque chose, c'est hyper, parce que c'est tellement inhabituel comme manière de filmer les corps féminins que ça en devient forcément étrange et très chouette. C'est là où on se rend compte à quel point même nous, on a internalisé le male gaze, et surtout sur des films teen movie. Ouais, de fou. Oui, bah complètement. En fait, moi, des fois, je suis là, je me retape mes meilleurs teen movies, et je suis là, mais en fait, il n'y avait pas à faire des gros plans sur des jupes aussi courtes, sur des ados qui sont censés avoir 16 ans, qui sont interprétés par des meufs de 25 piges, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est habitué à ça. Et une fois qu'on a apprécié un female gaze aussi fort que dans Jennifer's Body, je pense qu'on regarde pas nos films préférés. Ouais. Je pense qu'on apprécie différemment, mais en fait, ça les rend plus beaux, ça sublime les femmes, en fait. Ouais, et au contraire, du coup, je trouve ça beaucoup plus érotique comme film. Et d'ailleurs, la scène de baiser, elle vient absolument concrétiser cet érotisme, et ça arrive à être un climax sans que ce soit vulgaire et je trouve ça trop bien. Enfin, bravo. Ou sans qu'elles couchent ensemble aussi, quoi. Ou sans qu'elles couchent ensemble. Et où aussi il y a le côté où, mais juste, pour revenir aussi au truc de, elle se laisse pas aller dans cette relation où tu sais, t'as Needy qui reprend ses esprits et tout en mode mais attends, qu'est-ce qui se passe là alors qu'elle se pécho bien pendant genre 3 minutes. Oui, voilà. En général, reprendre tes esprits. Voilà, c'est ça. Et où aussi t'as le fait que Megan Fox, pour continuer, Jennifer, pardon, elle lui dit viens, on joue à boyfriend et girlfriend comme avant et tout. Et où en fait, juste aujourd'hui, c'est plus accepté à leur âge, mais avant, ça y allait, quoi, je pense. Ouais, je pense. En fait, cette scène, elle est tellement... Il y a rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a rien, il y a pas de grosse musique, il y a pas une ambiance particulière sur la luminosité, la colorimétrie, elle est pas particulièrement intéressante. Il y a rien qui crée une atmosphère, si ce n'est que déjà leur jeu à elle. Donc j'imagine que il y a une tension, une sororité qui a dû se créer le jour du tournage. Enfin, j'en sais rien, mais on sent qu'il y a quand même un truc très fort qu'elle dégage. Et ouais, il se passe beaucoup de choses très simplement. Et c'était très cool. Bravo, en somme. Ouais.
Pour finir l'épisode, comme à chaque fois, on vous partage quelques recos qu'on a identifiés. Donc on commence avec une reco cinéma qui est Easy A, un film de Will Gluck, sorti en 2010 et avec un casting assez fou puisqu'on a Emma Stone, Amanda Bynes, Penn Badgley, Stanley Tucci et Lisa Kudrow, pour ceux qui les connaissent. Le film est hyper intéressant et va très bien avec le sujet dont on vient de se parler aujourd'hui, puisqu'en fait c'est l'histoire d'Olive, une lycéenne qui est slut-shamée dans son lycée après que quelqu'un ait répandu une fausse rumeur à son sujet comme quoi elle aurait perdu sa virginité. À ce moment-là, en cours de littérature, elle étudie La Lettre écarlate et elle décide de s'inspirer de cette histoire-là en fait pour reprendre sa revanche sur ses amis et l'ensemble de son lycée, et elle acquiert bientôt la réputation d'une fille facile et elle va un peu switcher les codes et prendre les gens pour des idiots et reprendre son pouvoir. J'en dis pas plus. Le film est super. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous le dire dans les messages et DM Instagram. Du coup, moi, ma reco, ça n'a pas trop de rapport parce que j'ai oublié de réfléchir à ma reco, je dois l'avouer. Donc, je vais vous parler du film qui m'a le plus marqué récemment, autre que Jennifer's Body, et c'est un film qui s'appelle Mississippi Burning de Alan Parker et qui a été réalisé en 1988. Du coup, c'est l'histoire de 2 agents du FBI qui sont joués par Gene Hackman et William Dafoe jeune, car il a été jeune un jour dans sa vie. Oui, mais il est dans le film sur la guerre du Vietnam. Ah oui, Rencontre. Il y a un truc avec Rencontre. Non. Mais non, c'est le film avec la roulette russe. Oui, Robert De Niro. Oui, Deer Hunter. Deer Hunter. Mais en français, c'est... Je sais pas comment c'est en français. Mais Deer Hunter. Oui, Deer Hunter. Très bon film également. Excellent film. On m'a télescopé ma reco. C'est vrai. On en parlera une prochaine fois de Désolée, Deer c'est Hunter. William Dafoe jeune qui m'a... Oui. Perturbé. Excellent acteur. Et où du coup, donc c'est 2 agents du FBI qui vont dans le Mississippi parce qu'il y a 3 militants pour les droits civiques qui se sont fait buter. C'est inspiré d'une histoire vraie, du coup c'est glaçant. Évidemment, les militants se sont fait buter par les membres du Ku Klux Klan et qui ont vraiment la main mise sur toute la politique locale, et ça montre en fait comment est-ce que la rencontre entre État fédéral, enfin État genre global aux États-Unis et l'État du Mississippi, ça colle pas du tout, et comment aussi est-ce que même si les agents du FBI veulent résoudre la situation, c'est évidemment les Afro-Américains et Américaines qui trinquent, et il est exceptionnel. Après, trigger warning, il est assez violent. Il est assez violent comme film, mais il est vraiment trop bien, et c'est aussi un des tout premiers rôles de Frances McDormand, qui est d'une justesse dans ce film impressionnante, et qui a un rôle hyper cool, où elle est un peu la femme d'un shérif du coup qui est dans le Ku Klux Klan, et qui évidemment déplore cette affiliation, mais qui en même temps est prise dans tous les systèmes qui sont mis en place, et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment exceptionnel et très moderne, ce qui fait plaisir. C'est très bien vendu. Ouais, c'est clair. C'est très bien vendu. Pour ma part, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre encore. Et je voulais vous parler du livre À propos d'amour de Bell Hooks. En fait, Bell Hooks, c'est une philosophe afro-américaine qui a fait un livre sur l'amour et qui réfléchit à ce qu'il peut être, l'amour étant entendu au sens large, romantique évidemment, mais aussi familial, amical, enfin voilà... Tout type d'amour. Tout type d'amour en somme. Elle considère que l'amour c'est pas uniquement un sentiment, mais que c'est surtout une action, un acte, et donc elle réfléchit déjà à une définition active de l'amour, et donc à tout ce que cela peut comporter, et donc chaque chapitre est dévolu à une manière active d'être dans l'amour et quel changement ça peut apporter au sein de la société, enfin déjà au sein de l'individu évidemment et au sein de la société. Et moi personnellement je me reconnais hyper bien dans ce bouquin. Moi j'ai longtemps mis le sujet de l'amour sous le tapis parce que j'ai considéré pendant très longtemps que c'était pas un sujet qui valait le coup d'être exploré, ce qui est complètement stupide, mais parce que j'associais ça avec
Enfin voilà, avec quelque chose de très... je trouve pas mes mots là, mais avec quelque chose un peu de basse... Enfin, un bas sujet pas très noble et qui méritait pas peut-être d'être réfléchi, d'être questionné et... Exactement. En même temps, je comprends, enfin, c'est une norme d'être amoureux, donc... Non, mais... Et c'est pas que ça, c'est aussi le côté, je pense que... Enfin, comme les comédies romantiques, en fait, c'est souvent très rattaché au féminin, c'est du coup un peu ce qu'on perçoit de comme plus grand... Enfin, ce que un sentiment faire pas la très femme de noble. plus grand, enfin voilà. Et donc, bref, personnellement, j'adore et je trouve ça... Enfin, et je me reconnais vraiment dans tout ce qu'elle dit, je trouve ça formidable, vraiment. On était trop contente de vous avoir pour un hors-série sur Halloween qui est vraiment ma fête préférée, donc je suis trop contente. Et merci d'être resté jusqu'à ce point parce que là vraiment ça va être très très long, mais très très bon aussi. Exactement. Donc, voilà. Et donc on vous retrouvera en exclu pour ceux qui sont arrivés au bout du podcast. On vous retrouvera pour un autre hors-série consacré à Noël au mois de décembre. Avec voilà. un film mythique que vous connaissez certainement tous, mais on n'en dira pas plus. Tout à fait. Oui. Bisous. Allez, bisous. Salut.